Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons avec nous des mamans très courageuses qui font partie de l'association Les Mamans Louves. Un des objectifs de Police pour la vérité est de donner la parole aux membres des forces de l'ordre, militaires, pompiers qui veulent s'exprimer librement, mais aussi aux citoyens. C'est pour cela que nous avons invité aujourd'hui Nathalie et Cyprine pour cette interview. Bonjour Sonia. Bonjour Cyprine et Nathalie. Bonjour. Bonjour Sonia, bonjour à tous, à toutes. Pouvez-vous vous présenter et expliquer comment et pourquoi votre association a été créée? Oui, tout à fait. Donc moi, c'est Cyprine. Depuis donc 2 ans maintenant, on vit des choses assez particulières dans plusieurs endroits de la planète. Et surtout, nos enfants aussi vivent ces choses très particulières. Il y a maintenant, en novembre 2020, en France, le gouvernement a décidé de masquer les tout petits à partir de 6 ans. Ça avait déjà été fait quelques mois avant chez les plus grands, au niveau des collèges et des lycées, à partir de 11 ans. Et à partir de là, on a été beaucoup de parents en fait à réagir, à comprendre que c'était absolument pas normal, que nos enfants souffraient. On les voyait rentrer à la maison, certains en souffrant physiquement. Ensuite, psychologiquement, ça a commencé aussi à être très très dur. Donc on a commencé par mettre en place des collectifs un petit peu partout en France. Les parents ont commencé à se chercher, à se trouver, à se lier. On est passé par toutes les voies possibles. On a essayé d'abord d'établir un dialogue avec les établissements scolaires. On nous a complètement fermé la porte. On nous a dit allez voir plus haut. On ne fait qu'obéir, donc le protocole. Donc on a fait les recteurs, on a fait les académies. À chaque fois, c'était la même réponse. Donc on est allé jusqu'aux députés, on a fait les sénateurs. Et toujours pareil, allez vous adresser toujours plus haut. Comme rien ne passait, on n'arrivait pas non plus à passer la barrière médiatique. Aucun parent en 2 ans sur les plateaux télé pour venir parler de la souffrance de plus en plus grandissante des enfants, de la maltraitance, parce qu'il faut aujourd'hui, faut appeler un chat. Hein. Ce que vivent nos enfants, notamment à l'école, c'est de la maltraitance, et pas que par rapport au port du masque. C'est certaines mamans de ces collectifs qui agissaient depuis déjà 2 ans, action sur le terrain, action par les lettres, action par des manifestations, par beaucoup de choses. On a décidé de créer les Mamans Louves pour justement continuer de fédérer ces mamans. Et pourquoi les mamans? Parce que c'est vrai que c'est la force de l'amour des mamans, c'est pour moi l'amour le plus puissant qui peut exister au-delà de notre planète, dans tout l'univers. Il y a une symbolique qui est très très forte derrière. Les mères, par instinct maternel, par instinct animal, se sont toujours mis en avant comme un bouclier face à leurs enfants. Donc c'est comme ça que les mamans louves sont nées et on a décidé aussi de faire force ensemble pour aller demander un débat public à Emmanuel Macron, puisqu'on nous demandait d'aller toujours plus haut, eh ben, on est allé aller plus haut. Voilà. On est allé chercher le décideur ici en France. Le 4 novembre, nous avons organisé sur Paris un rassemblement des mamans louves qui pouvaient y aller. Donc il y avait à peu près 300 mamans. On a écrit une lettre à Emmanuel Macron et nous avons eu donc l'autorisation, après négociation avec les renseignements généraux, etc. Une maman louve a été autorisée à aller déposer cette lettre dans la loge présidentielle. Donc normalement, on a l'assurance que ça arrive directement à Emmanuel Macron. Donc ça a été la première grosse voilà, action que nous avons faite. On a décidé nous, d'adopter une stratégie voilà, différente, puisque tout ce qui a été fait avant n'a pas fonctionné. On a décidé d'agir pour aller chercher les médias, parce que quand on va chercher les médias, on va aussi chercher l'opinion publique. Donc en fait, on agit sur 2 axes. Le premier, c'est remettre au cœur de tous les débats les enfants, qui sont une priorité. Ça doit être une priorité nationale, ça doit être une priorité pour tous, qu'on soit parent ou pas. Et ensuite, le deuxième axe que nous avons, c'est notre autorité parentale, parce que depuis maintenant 2 ans, elle est largement bafouée. On impose des choses à nos enfants sans passer par nous, les parents. Et c'est vrai que beaucoup par nous aussi, les mamans, et qui mieux que nous, qui avons porté, qui avons mis au monde
nos enfants, qui les avons veillés, nourris, soignés, cajolés, dorlotés, qui mieux que nous savons qu'est-ce qui est bon ou pas pour nos enfants. Euh, je précise que nous avons aussi des papalous derrière. Nous ne sommes absolument pas un mouvement féministe, pas du tout. Nous sommes un mouvement féminin, parce qu'encore une fois, d'une manière stratégique, sur toutes les actions médiatisées, on met les mamans en avant, mais on a énormément de, voilà, de papalous qui nous soutiennent, qui sont derrière nous aussi. Je précise aussi qu'on touche à un sujet qui est très important, hein, le plus important de tous, les enfants. Donc, on est aussi obligé d'aller chercher les politiques. C'est nécessaire pour faire avancer les choses. En revanche, nous sommes totalement apolitiques. Voilà, ça c'est aussi important de le préciser. À partir du moment où on est un papa, une maman louve, un grand-père, une grand-mère louve, à partir du moment où on est quelqu'un pour qui les enfants ont de l'importance, on peut venir voilà, essayer d'agir avec les mamans louves. Sachant qu'il y a aussi un groupe, les Papalous, qui s'est créé voilà, très récemment, qui est indépendant d'une autre, qui est en train de, voilà, de naître, parce que les papas voilà, ont aussi maintenant envie d'agir. Voilà. Cyprine, combien de mamans ont adhéré à votre association? Alors aujourd'hui, donc au début du mouvement, en quelques jours, nous avons été à peu près 8000. Vu l'engouement et pour avoir aussi plus de poids justement au niveau des politiques et des médias, donc nous avons créé l'association des mamans louves le 4 janvier 2022. Aujourd'hui, donc nous sommes 35 000 au total dans le mouvement et à peu près 4 300 adhérents au niveau de l'association. Tout le monde peut aller adhérer à l'association, c'est gratuit. Ça, c'est un véritable choix que nous avons fait. Ça a été de faire une adhésion gratuite. Ensuite, il y a la liberté à chacun de faire un don ou pas. Et c'est vrai qu'on a besoin, plus on sera nombreux, en fait. C'est le nombre, voilà, qui va faire poids. Donc, on invite voilà, tout le monde à venir adhérer à l'association, en plus de venir rejoindre ensuite, nous rejoindre voilà, sur Telegram, sur Facebook, les Mamans Louves en Action. Nous sommes aussi sur Instagram, sur Twitter, et nous avons créé une émission. Nous en sommes à 3 diffusions. La quatrième sera dimanche prochain. Donc, c'est l'émission des Mamans Louves qui s'appelle Les enfants au cœur. C'est le dimanche soir à 21 h. Et nous donnons la parole en fait à des parents, à des mamans, de manière anonyme ou pas, qui viennent raconter le calvaire, la maltraitance qu'ont pu vivre leurs enfants. On a aussi des enseignants qui commencent à parler de plus en plus parce que ça a été très très compliqué. C'est très compliqué en fait d'arriver à ce que la parole se libère aussi au niveau des enseignants qui sont donc des fonctionnaires comme vous les policiers. Nous faisons aussi intervenir des psychologues. Nous avons la chance d'avoir des mamans louves qui sont venues à nous, qui sont juristes, avocates, donc qui nous ont proposé bénévolement leur aide. Donc aujourd'hui, nous avons aussi un pôle juridique au sein des mamans louves et nous avons de merveilleuses avocates qui viennent aussi sur l'émission pour nous pour rappeler aussi les droits que nous avons, parce que c'est vrai qu'on a eu tendance un petit peu à se délester de nos droits. Et elles sont là, en fait, pour rétablir ce monde à l'endroit. Donc là, le monde, les valeurs ont été totalement inversées. On vit complètement dans un monde à l'envers. Et on essaye d'œuvrer, voilà, au maximum pour justement faire en sorte que ce monde, hop, se remette à l'endroit pour nos enfants et pour nous. Est-ce que les mamans louves se sont unies pour faire des manifestations ces 2 dernières années? Du coup, elles n'ont pas encore un an, le mouvement et l'association n'ont pas encore un an, mais ça fait 2 ans qu'on a organisé des manifestations contre le port du masque à l'école parce que tout le monde restait sourd, de votre institutrice au directeur et, comme le disait Cyprine, toutes les instances renvoyaient au ministère la balle. Et il y a eu beaucoup d'abus et d'excès de zèle dans ces protocoles et ces protocoles sanitaires dans les écoles. Et les parents n'ont jamais trop osé demander des explications ou limite menacer de porter des plaintes pénales parce que dans beaucoup de cas, ça relevait du pénal. Il y a eu une petite fille à la première année, donc ça faisait 2 mois que le masque était imposé à l'école primaire, elle a eu de la fièvre. Et comme l'école n'arrivait pas à joindre les parents,
Ils l'ont mis dehors, dans la cour, au mois de décembre, fiévreuse, seule. Et il s'est trouvé que les parents l'ont récupérée dès qu'ils ont su, et que la petite fille faisait une crise d'appendicite. Pire que, pardon, je me permets, elle faisait pire que ça, elle était en train de faire une péritonite. Donc une Et appendicite aggravée. elle a pu mourir dans la cour de l'école. Et les parents n'ont pas porté plainte, ils ont déscolarisé l'enfant. Et vraiment, les écoles étaient, dès le début, on a montré les dégâts, les effets néfastes dus au port du masque, sur lesquels on se renseignait depuis que le masque avait été imposé au collège. Donc, quand est arrivé le masque aux petits, on avait déjà de la documentation. On est allé se documenter, on a su les effets médicaux et physiques qu'allaient subir les enfants. Et moi, j'ai déscolarisé parce qu'on m'a refusé l'accès à l'école si je ne voulais pas masquer mon enfant. Et pour moi, masquer mon enfant, c'était le priver d'oxygène, encourager et augmenter les otites. Le système ORL prend le relais quand on a un masque devant la bouche. Et même la plupart des adultes disent qu'avec leur masque, ils n'entendent pas bien. Et bien, ça fait 2 ans que les enfants subissent ça. Après, pardon. Oui, non, vas-y. Après, il faut savoir qu'il y a effectivement le port du masque, donc est une catastrophe à tous les âges. Ça va de la crèche jusqu'au lycée, qui entraîne beaucoup, beaucoup de maux physiques, qui entraîne énormément de problèmes d'apprentissage, notamment en crèche. Déjà, aujourd'hui, les enfants, il y a certains enfants qui ont de la naissance à 2 ans, qui n'ont jamais vu le visage des personnes qui s'occupent d'eux en crèche. Donc, imaginez au niveau des émotions, de la sociabilisation, de l'apprentissage du langage, que ce soit pour la maternelle, pour le CP, le CE1, même jusqu'au CE2, c'est juste une catastrophe. C'est pas les parents non plus qui disent que ça, hein. Il n'y a pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour comprendre qu'il y a quelque chose qui va absolument pas et que c'est extrêmement délétère pour les enfants. Aujourd'hui, on a un collectif d'orthophonistes en France voilà, qui alerte. On a beaucoup, beaucoup de tout ce qui est pédopsychiatre, tous les professionnels de la santé pédiatrique, enfin une grande partie en tout cas, énormément ensuite aussi de personnel, maintenant de plus en plus, voilà, de personnel enseignant aussi qui ose parler. Donc au-delà du port du masque, il y a aussi eu, nos enfants ont été parqués, on les a empêchés de jouer les uns avec les autres, on a empêché des fratries de se retrouver dans la cour d'école, il y a eu des barrières en ferraille qui ont été installés. Donc, ils ont été parqués comme du bétail. Ensuite, il va y avoir une empreinte psychique très, très lourde. Et les petits, là, dont parlait Cyprine, partent avec 20 points de QI de moins. Et un enfant de 8 ans a passé un quart de sa vie masqué. C'est comme si nous, qui avons 40 ans, on avait passé 10 ans avec un masque, on en serait forcément impacté aussi. Ensuite, il faut savoir que les enfants donc, ont été harcelés. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, dans les établissements scolaires, depuis 2 ans, il y a il y a des dérives de la peur. Les personnels enseignants ont aussi été sidérés. On leur a fait croire que nos enfants étaient des petits virus sur pattes, des petits psychopathes qui allaient tuer papy, mamie, qui allaient tuer leur enseignant ou rendre malade leur enseignant, donc du coup rendre malade la famille de leur enseignant. Il y a des brigades du masque qui ont été mises en place dans certains établissements scolaires. Tout ça, c'est pas possible. Voilà, les enfants se sont mis à être des petits délateurs. Donc, mets ton masque, ou à dire oui, celui-là, il n'a pas mis son masque, etc. Est-ce que c'est vraiment des valeurs comme ça qu'on veut inculquer à nos enfants? Est-ce que ce sont ce genre de valeurs qui doivent être inculquées par les professeurs, les instituteurs à qui nous confions nos enfants? C'est une relation de confiance à la base que nous avons avec eux, puisque l'autorité scolaire est la deuxième autorité pour les enfants après l'autorité parentale. Donc non, aujourd'hui, nos enfants ne sont plus en sécurité dans les écoles qui sont devenues des espèces de cliniques aseptisées où règne la peur, où règne la délation, où règne aussi le harcèlement scolaire. Et en fait, plus jamais ça. Voilà. Nous, on veut pas ça. Ils sont opprimés. Ils sont opprimés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de décès d'enfants par tentative de suicide, par suicide, que du Covid.
à proprement parler. Les services de pédopsychiatrie débordent. Les troubles du comportement alimentaire, pareil, sont catastrophiques au niveau notamment des adolescents. Et le pire, encore une fois, c'est que les tentatives de suicide, les envies suicidaires et malheureusement les passages à l'acte ont augmenté et surtout ont commencé à partir de l'âge de 6 ans, 7 ans. Il y a des enfants de 6 7 ans aujourd'hui qui se suicident en France parce qu'ils n'ont plus envie de vivre. Et ça ne s'est jamais, jamais vu dans notre pays. Jamais. Est-ce que Donc tu ça démontre bien qu'il y a quelque chose qui ne va, enfin, ça va pas. Et une société comme ça qui se refuse d'écouter le mal-être physique, certes, mais psychologique comme ça de sa jeunesse, enfant et adolescent, c'est une société qui est malade. Et ce n'est que le début hein, pour ces dégâts psychologiques et psychiques. Est-ce que ce que vous êtes en train de me raconter sur les suicides des enfants sort dans des médias actuellement en France? Non. Aucun Nous média. avons, nous avons une merveilleuse psychologue, Ouais. Marie-Estelle Dupont, qui est la seule à avoir eu accès à des plateaux de mainstream, de médias principaux. Donc c'est elle vraiment qui a commencé à alerter. C'est elle qui a commencé à parler justement des suicides de par son expérience de professionnelle, hein, de parce elle est psychologue clinicienne, donc de ce qu'elle a pu voir en service pédopsychiatrique et ensuite de ce qu'elle peut voir aussi dans son propre cabinet. Donc heureusement qu'elle a été là, mais pour autant, à chaque fois, elle se heurte aussi à des journalistes qui sont des murs, à des invités qui sont des murs, qui en fait banalisent aujourd'hui le mal et la maltraitance est totalement banalisé sous couvert de santé publique. Mais en fait, j'ai juste envie de vous demander, depuis quand les enfants et les adolescents doivent prendre sur leurs épaules le bien-être des adultes? Et là, oui. C'est l'inverse, en fait. C'est nous, adultes, qui que nous soyons, encore une fois, parents ou pas, fonctionnaires ou pas, c'est nous qui devons prendre soin de nos enfants. Nous devons leur donner un climat de sécurité pour ils soient en pleine construction physique, mentale, jusqu'à l'adolescence, hein. Donc, si on ne leur apporte pas ce climat au sein de la famille, mais aussi au niveau de leur environnement, comment voulez-vous que ça fasse des adultes équilibrés de demain? C'est eux les futures générations, c'est eux qui vont faire le monde de demain. Et aujourd'hui, on dirait qu'il y a une espèce de volonté, parce qu'il ne faut pas se leurrer, nos dirigeants sont au courant de ce qui se passe, étant donné le nombre en plus de professionnels de la santé pédiatrique, en plus des parents qui alertent, qui essayent de dénoncer, nos gouvernements sont au courant. Donc, on peut s'interroger si, on se demande s'il n'y a pas une volonté, en fait, consciente de continuer à faire du mal aux enfants. Il est où l'intérêt? Depuis le début, on dénonce, on appelle, on écrit des courriers avec des traces, hein, en recommandé, avec avis de réception et tout. Et depuis le début, les parents sont censurés. C'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle le mouvement des mamans louves veut aller jouer sur la médiatisation et on frappe à leur porte et on est censuré. Il y a eu un rassemblement hier à Paris et un refus catégorique du ministre de l'Éducation de nous recevoir. Ils le savent qu'on a déposé une lettre, ils savent les demandes que l'on fait et ils nous ignorent complètement. Nous avons des sénateurs qui nous soutiennent aujourd'hui et même ces sénateurs voilà, ont du mal à rallier aussi leurs propres collègues sénateurs. C'est très compliqué dans l'hémicycle, ils se battent et pourtant c'est du factuel. Les Mamans Louves voilà, ont fait un bilan d'impact euh, des, des, comment on appelle ça, bah, De du, toutes les conséquences. voilà, des conséquences, merci, des conséquences du protocole à l'école, etc., et de cette politique sanitaire sur les enfants. Ça n'a pas été fait comme ça à la légère, non, non, c'est un travail qui a demandé 1 mois et demi, 2 mois de recherche, d'analyse à deux mamans louves, Christelle principalement, aidée d'Alexis. Elles ont fait un travail énorme et elles ont fait un bilan d'impact de 33 pages et c'est sans appel en fait. Et ce travail-là, normalement, c'était pas à des mamans à le faire. Ça aurait dû être diligenté par le gouvernement dès le départ, en association justement avec différents professionnels
de la santé pédiatrique, parce que la science, à la base, c'est une histoire de débat, c'est comme ça aussi qu'elle avance. Il faut qu'il y ait la synthèse, euh, la thèse, l'antithèse pour justement arriver à en faire une synthèse. Et en fait, ce débat-là n'a jamais eu lieu. Et pour les enfants, enfin, ça coule de source. Et nous sommes des mamans, on lâchera jamais. On peut mourir pour nos enfants, on les défendra jusqu'au bout, en fait. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer si on sera entendu un jour, mais qu'ils sachent bien qu'on ne lâchera jamais le morceau. Donc, on a lancé aussi, donc là, nous avons plusieurs actions qui sont importantes. Nous avons donc sur notre site www.mamanlouve au pluriel.fr. Donc déjà, la première chose, on peut adhérer gratuitement à l'association. Ça, c'est très important parce qu'encore une fois, le nombre fera le poids. C'est nécessaire. Et ensuite, donc, nous avons une action témoignage. Donc, on est en train de recevoir voilà, des témoignages, certains poignants, catastrophiques, de ce que vivent les parents, de ce que vivent les enfants surtout. On a besoin de ces témoignages. Donc, on demande, alors, c'est pas que des parents, hein, ça peut être aussi des grands-parents, ça peut être un oncle, une tante, une grande sœur, un grand frère, ça peut être aussi des enseignants. N'importe qui constate la souffrance des enfants, la maltraitance qui est faite aux enfants. Donc, n'importe qui peut venir témoigner, c'est important. Donc, il y a tout ce qu'il faut sur le site aussi pour pouvoir faire ce témoignage. C'est très important que ce soit des témoignages certifiés. Donc, au minimum, on demande une signature. Et l'idéal est quand même d'avoir donc la carte d'identité de la personne qui fait ce témoignage. Il faut savoir qu'on ne se sert absolument pas des données personnelles. C'est juste que nous, le jour où on arrive à aller sur les médias, on a ce recueil de témoignages des témoignages qui sont certifiés. Donc, en fait, on ne pourra pas nous targuer d'avoir inventé. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que ces témoignages sont très, très importants. Il faut savoir aussi que le fait d'écrire et de mettre sur le papier ce qu'on a vécu, c'est aussi, entre guillemets, curatif. Ça fait du bien à soi, aux parents, et puis ça peut faire du bien aussi à l'enfant. Donc, on a cette action qui est très importante. Ensuite, on a une action de sondage où là, tous les parents, n'importe quelles que soient leurs idées, fonctionnaires ou pas, à titre personnel, on invite vraiment tout le monde à répondre à ce sondage. Pour l'instant, on a 22 000 retours. C'est pas mal, mais c'est pas assez. Et en fait, c'est pour donner aussi la parole à ces parents sur ce qu'a vécu leur enfant. Donc, il faut faire un sondage par enfant. Ça prend 5 minutes. Et nous, ça nous permet voilà, de récolter ensuite, d'en faire aussi des statistiques et d'amener ça devant les élus. Parce que eux, en fait, c'est ça qui les intéresse. Ce sont les chiffres Les chiffres. pour après porter notre voix de manière factuelle aussi dans les plus hautes instances. Donc, ce sondage il est aussi très important. Ensuite, on a lancé une action auprès des élus où on leur demande de signer une lettre de soutien au débat public que nous demandons. Donc, pour l'instant, bien sûr, nous n'avons pas de retour. Nous n'étions pas naïves. Nous pensions bien que nous n'aurions pas de retour, mais par contre, nous devions de faire absolument cette demande de débat public pour nos enfants et pour tous les parents qui sont complètement dédaignés depuis le début de cette crise. Et Euh, si un voilà. jour ça passe devant les tribunaux, on se rappellera de quels élus nous ont soutenus et lesquels nous ont donné un non catégorique aussi. Exactement. On leur dit quand on demande de signer. Ouais. Il faut savoir qu'il y a eu aussi beaucoup de parents qui ont fait des recours hein, aussi devant la justice, pour l'instant devant le Conseil d'État. Pour l'instant, le Conseil d'État a à chaque fois balayé d'un revers de main ce que nous demandions, notamment l'arrêt total du port du masque en extérieur et en intérieur. Parce qu'encore une fois, nos enfants, c'est 8 à 10 heures par jour qui le portent constamment. Je ne sais pas si vous avez essayé, vous, en tant qu'adulte, de le faire. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Donc, voilà, on est partout en fait. Il faut aller partout maintenant. Il faut tout essayer. Il faut pousser des portes. Des portes se ferment, on en ouvre d'autres. Et de toute façon, comme l'a dit Nathalie, on ne lâchera strictement rien, quoi qu'il se passe. Nous serons toujours là. Voilà, pour défendre et protéger nos enfants. Nathalie, je voulais te demander, est-ce que tu as subi des pressions ou tu as eu des problèmes pour déscolariser tes enfants?
Non, mais ça a été quelque chose de difficile à faire parce que ça m'a vraiment coûté et peiné d'être devant deux choix que je voulais ni de celui-là, masquer votre enfant, et ni qu'on me le refuse à l'école. Donc je suis pas allée acheter des masques taille enfant quand le protocole a été imposé, sans aucune justification médicale, hein, parce que les enfants, nous, on s'est renseignés, on sait très bien qu'ils ne risquaient rien. J'ai eu rendez-vous avec le maire, j'ai eu rendez-vous avec la directrice. J'ai été pendant 4 matins, j'ai fait une pétition. Ma première manifestation, je l'ai faite seule, avec le pare-brise de la voiture où j'avais mis des documents que j'avais déjà emmagasinés depuis 2-3 mois, qu'il y avait le masque au collège. Et ça m'a vraiment peiné qu'on ne m'écoute pas, qu'on ne m'entende pas. Même l'APE, à un moment, m'ont dit « Ah oui, c'est vrai, c'est quand même pas très bien d'imposer le masque. » Je leur ai demandé « Est-ce que je peux faire une pétition devant l'école ?» J'ai averti le maire du village, je lui ai montré les documents que j'allais montrer pour faire ma pétition. Et on m'a dit « On applique. » Et je les ai montrés du doigt et je leur ai dit « Vous ne vous renseignez pas des conséquences de ce que vous faites appliquer. C'est pas parce que vous êtes noyé d'infos que vous ne devez en choisir aucune. Vous avez la responsabilité, en fait, de vous renseigner de ce que vous faites subir aux enfants de votre école, de votre commune. » Et j'ai eu beaucoup de mal à le faire. J'ai laissé traîner le temps. J'ai fait même une demande de justification d'absence à l'inspection académique avec avis de réception pour leur demander de prendre en compte ma justification d'absence. Moi, par principe de précaution et de prudence, je ne mettais pas mon enfant à l'école, mais je ne voulais pas pour autant le déscolariser, en fait, à la base. J'avais confiance en l'école depuis que je suis petite. C'est une école que je connais depuis 15 ans parce que j'ai un grand qui a 18 ans, donc je suis une des anciennes mamans. Et il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu d'écoute. Donc j'ai été là pendant la première semaine et après, il y a eu une grande fracture avec cette école, avec les parents de la commune qui avaient pourtant été 60% à me signer ma signature en 2 petites présences de ma part où timidement je leur faisais signer. Ils étaient tous contre le port du masque. Et donc l'école a mis dans le règlement intérieur le port du masque. Cela les dédouanait de toute responsabilité s'il y avait des problèmes à cause du masque. Parce que beaucoup d'enfants, pas dans mon école, mais en France, ont eu de sérieux problèmes physiques et médicaux à cause du port du masque. Et en mettant ça dans le règlement intérieur, l'école se dédouanait, le parent qui avait signé le règlement acceptait le port du masque, et donc les conséquences qui auraient pu en découler, en fait, les conséquences graves. Et donc, il y a eu une grosse fracture et jusqu'au point où j'avais plus trop de limites de temps pour déscolariser. Et j'ai fait cette lettre. Et en objet, en haut, j'ai marqué que je déscolarisais pour cause de refus de scolarité à l'école publique et laïque française. C'était pour bien leur dire qu'en fait, le choix à la base, ce n'était pas un choix. Mais entre le masquer et le déscolariser, j'ai pris ce qui allait me peiner le moins et je l'ai fait pour protéger la santé de mon enfant, en fait. La première raison, c'était ça. C'est-à-dire que tu as pris la responsabilité de la santé de tes enfants ou de ton enfant. Pour moi, il était en danger pour sa santé, comme tous les enfants de France, parce que autant j'ai déscolarisé dès novembre 2020, autant je me bats aussi depuis cette date, alors que mon enfant est à l'abri. Mais chaque jour qui passe, j'hallucine. Hein. J'hallucine vraiment que ça continue un jour de plus. Et qu'on ne se mette pas à la place des enfants à porter comme discipline ce masque 8 heures par jour. J'ai vu des mamans jardiner dans leur jardin, faire leur petit jogging avec la copine, sans masque bien sûr, pendant que leurs enfants ont le masque pendant 8 heures par jour. Et j'aurais pas pu supporter ça. J'aurais pas pu supporter qu'ils portent ce masque. Le homeschooling, de toute façon, en France, est autorisé ou pas? Eh bien, il est autorisé jusqu'en juin. Tu peux encore déclarer tes enfants en IEF, l'instruction en famille. Mais à partir de septembre, et ça, le président Macron, il a restreint l'IEF au mois d'août 2020. Pour moi, c'était anticipé. Il savait très bien qu'ils allaient masquer les enfants 3 mois plus tard. Donc, il a restreint l'IEF. Et dans les gens qui n'ont pas cherché à savoir ou à aller se renseigner plus, l'IEF était déjà interdite pour eux au moment où est arrivé le masque.
c'était prévu qu'ils allaient masquer les enfants. Ils avaient déjà masqué en Espagne. Et en Espagne, je crois qu'au mois d'août, il y a eu des épidémies d'otite en plein mois d'août, parce que les enfants avaient été masqués en juin, juillet, pas mal en Espagne. Et donc, l'IEF est encore un droit, mais maintenant, en fait, il l'a réduit. Avant, c'était une déclaration. C'est un droit depuis sûrement que l'école existe. Et il l'a réduite à 4 conditions qui sont évidemment pas du tout données à tout le monde. Il faudrait que ton enfant soit déjà dans du sport ou études, ou une école, un autre genre d'école, ou être itinérant. Alors ça aussi, je n'ai pas encore très bien regardé la définition de l'itinérance. Je ne sais pas s'il faut vivre en camping-car avec son enfant pour pouvoir bénéficier de cette condition-là. Mais en septembre 2022, ce sera soumis à autorisation du Conseil d'État, où il y a M. Fabius dans l'équipe. Eh ben, ce n'est pas gagné d'avance. Pourquoi croyez-vous que le reste des parents mènent leurs enfants avec le masque à l'école aussi facilement? C'est une très très bonne question. C'est vrai que moi, je n'ai pas pu déscolariser mes filles puisque voilà, je suis séparée et j'ai quand même la chance, même si je suis séparée, d'avoir voilà, le papa de mes enfants me suit quand même on regarde dans la même direction, mais c'est vrai que lui, il a estimé qu'elles avaient un besoin aussi elles avaient aussi envie de rester avec leurs copains, leurs copines, elles aimaient aussi leur maîtresse, bon, etc., etc. Donc ça a été un choix qui n'a pas été évident. Mais après, voilà, moi j'ai préparé ma fille, j'ai planté des petites graines, je lui ai donné l'autorisation de respirer, je lui ai dit que c'était son corps, qu'elle avait le droit, que au-delà d'un droit, c'est vital de respirer. Tous les êtres vivants, végétaux, animaux, nous, on a besoin de respirer. Donc voilà, j'ai planté des petites graines comme ça, de courage, de, de bon sens. Je lui ai permis de lui dire, tu peux réfléchir par toi-même. Donc ça a été ma manière aussi à moi d'arriver à supporter ça, parce que j'en étais vraiment malade, hein, de laisser ma fille à l'école dans des conditions comme ça. Et aujourd'hui, pourquoi c'est très dur. J'ai mes enfants une semaine sur deux. Et quand je ramène mes filles le lundi matin, c'est mon tour de les amener à l'école. Encore lundi dernier, à un moment donné, en fait, je me suis écroulée parce qu'en plus, voilà, je suis une maman louve, je suis une maman active depuis le début, à ma manière. Certaines font bien davantage que moi, je tiens à le préciser. Et voir tous ces parents qui continuent à masquer leurs enfants. Eux-mêmes, des fois, sont pas masqués et les enfants sont masqués, tout simplement parce qu'en fait, les petits ont peur. Les enfants ont peur. Ils savent plus. Ils sont persuadés que leurs copains, leurs copines vont peut-être les tuer ou que vont les rendre malades. Aujourd'hui, ils se sentent enfin, que c'est normal, en fait, d'avoir le masque. Et je ne comprends pas trop voilà, ces parents. Normalement, ça devrait être. Alors, je ne veux pas être dans le jugement, hein, c'est quelque chose qui, à la base, ne me plaît pas du tout. Moi, je Mais c'est vrai comprends. que j'ai une incompréhension par rapport à ça. Je pense que ces parents ont été eux-mêmes sidérés. Je crois qu'il y a beaucoup de parents qui ont encore peur, qui sont encore dans la peur, Du parce qu'en plus, virus. elle est alimentée, cette peur, en permanence. Je pense qu'après, il y a beaucoup de parents qui, en fait, sont dans le confort, dans le conformisme. Ils ont leur travail, etc. Donc, c'est plus facile, voilà, d'amener encore les enfants à l'école. Je pense que beaucoup ont peut-être oublié aussi qu'ils ont été des enfants et peut-être ne se mettent pas à la place vraiment de leur enfant. Après, en aucun cas, encore une fois, je juge parce que ça ne veut pas dire que c'est pas des parents qui n'aiment pas leurs enfants, hein. En tout cas, personnellement, voilà, jamais je n'oserais dire ça de ces parents-là. Mais c'est vrai j'ai une incompréhension. Et j'avoue que j'ai une colère, voilà, une colère silencieuse. Il y a ce que font les enseignants, voilà, qui pour moi est terrible de se cacher derrière leur statut de fonctionnaire pour obéir bêtement à des ordres venant de leur hiérarchie, soi-disant parce ils n'ont pas le choix. On a toujours le choix. Je précise aussi que tous les enseignants, tout le corps enseignant n'a pas été comme ça, hein. On a des enseignants qui ont fait ce qu'ils ont pu aussi euh, pour, euh, pour aménager, voilà, entre guillemets, le protocole pour faire en sorte de faciliter la vie aux enfants. Il y en a beaucoup qui ont eu de la pression de la part de leurs collègues parce qu'ils sont en minorité, de la part de leur propre hiérarchie. Il y en a beaucoup aussi qui quittent l'éducation nationale en masse parce que ce sont des gens qui font vraiment un métier de vocation au-delà d'être de simples fonctionnaires et qui en fait n'ont pas oublié leur humanité.
Ça, c'est aussi important. Donc, merci beaucoup à ces enseignants, à ces directeurs, directrices d'école qui ont qui ont réussi, comme ils pouvaient malgré tout, à préserver l'intérêt, à essayer de préserver au maximum l'intérêt supérieur de nos enfants. Et pour les parents, j'avoue que voilà, j'ai énormément de mal à comprendre. Et pour moi, vous savez, depuis le début, masquer les enfants, mettre ce protocole en place à l'école, pour moi, c'était un test de la part de nos gouvernants. C'est-à-dire que si les parents réagissaient en masse face à ça, pour eux, ça aurait été plus compliqué d'amener d'autres choses derrière. Mais les parents n'ont pas réagi et ont laissé faire. Ouais, moi, Et pour moi, ça a été le test qui a permis après de dérouler beaucoup d'autres choses derrière. C'est mon avis, voilà, ça n'engage que moi, hein. Mais je pense que c'est très, très parlant en fait et aussi très symbolique. Moi non plus, je ne comprends pas non plus. Après, j'en ai eu parlé avec des mamans quand j'étais scolarisée. Et il y en a qui m'ont dit, ah mais non, mais refaire les devoirs à la maison, comme dans le confinement et tout, je me le sens pas, etc. Et en fait, moi, l'instruction à la maison, bah, ça roule. Mais même si j'avais pas eu le niveau, je l'aurais fait. J'aurais fait vraiment tous les efforts. Et je fais beaucoup d'efforts, je fais beaucoup de sacrifices depuis 1 an et demi par rapport à l'instruction en famille. Et parce que c'était l'essentiel, il faut que ça roule, c'est la priorité. Mais non, je ne comprends pas ces parents. Après, il y a aussi un espèce d'état d'esprit en France où on considère un peu l'État comme un papa et que on s'est jamais trop rebellé. Mais sinon, Cyprine, je croyais que tu allais dire ça. Pour moi, la symbolique de mettre un masque sur les enfants, c'est de leur dire tais-toi. Oui, tout à fait. Quand j'étais petite, j'ai passé une récréation avec un scotch sur la bouche parce que je parlais trop en classe. Et ça m'a refait repenser à ça. Je l'ai pas mal vécu à l'époque, mais c'est humiliant en fait. Tais-toi, tais-toi. Et par contre, pour revenir à la respiration, quand on leur disait, mais la respiration, c'est la première fonction vitale, première essentielle, quoi. C'est le plus important. On les a veillés, on les a portés. Certaines de nous ont allaité, ont eu cette proximité avec leurs enfants, ou sans allaiter aussi, cette protection qu'on a eue auprès de nos enfants. Et quand ils avaient un rhume, quand ils sont bébés, on se lève la nuit pour aller écouter, pour voir s'il ne s'est pas mis le nez dans l'oreiller, s'il respire bien, s'il n'a pas le nez qui coule. On surveille leur respiration. Et depuis le début, et ça ne s'est pas amoindri chez moi, je suis choquée de ça. Sur des petits de 6 ans qui font ce qu'on leur dit. On parle beaucoup chez les mamans louves de la résilience des enfants. Un enfant, il écoute. Quand j'ai fait signer ma pétition, il y a une grand-mère de mon lotissement qui m'a dit « Les enfants sont intelligents, ils font ce qu'on leur dit ». Je suis restée abasourdie de cette réflexion. La mère de mon village m'a dit « Il y a pire ailleurs ». Et je lui ai dit « Mais depuis quand on regarde qu'il y a pire ailleurs ?» Alors je lui ai dit « Alors il y a des pays où il y a la guerre, les enfants sautent sur des mines, donc en fait on pourrait faire tout subir à nos enfants tant que ce n'est pas aussi grave ». Johanna Miko, la psychologue, en parle très bien aussi de ça. Il faut arrêter avec cette excuse de « il y a pire ailleurs, donc c'est bon, on laisse faire ». Et 8 heures par jour, la secrétaire de mairie, les maîtresses à la récré, elles enlèvent leur masque. Et elles n'ont pas quelqu'un, même les gens au boulot qui doivent le porter 8 heures par jour, ils n'ont pas quelqu'un qui les surveille. Pop, hop, ton masque, remets bien ton masque sur le nez. Tu mets bien ton masque. Il y a des enfants qui ont des lunettes. Et le masque avec les lunettes, ça fait de la buée dans les lunettes, donc on ne voit rien. Il y a des enfants qui portent des lunettes pour éviter une opération des yeux, pour faire une correction. Et à qui les maîtresses ont répondu, ben, t'enlèves tes lunettes. Enlève tes lunettes. Donc ces enfants, ils vont pas... en fait, c'est porter atteinte à leur santé. Parce qu'à cause de ça, à cause du fait de faire enlever les lunettes, la vue va s'empirer, ça va peut-être découler une opération derrière. Et depuis le début, je ne comprends pas. Et depuis le début, je suis choquée quand même. Il est vraiment... de me mettre à la place des enfants. Et en plus, les enseignants, moi j'ai travaillé auprès d'enfants, j'ai travaillé en crèche avec des bébés. Et bien sûr que tout passe dans les yeux, le sourire, le visage. On passe beaucoup d'expressions sans parler. Les mamans sourdes et muettes communiquent beaucoup avec leurs bébés parce que c'est les expressions du visage. Ils ont besoin de ça. Et là, ça fait 2 ans
qu'on est sans expression pour ces enfants-là, en fait. Ils voient un monde comme ça. Et ils font bien sûr ce qu'on leur dit. Donc un enfant de lui-même, même s'il a du mal à respirer, même si un petit de 6 ans, il a de la buée dans son masque, il bave, il y a des petites qui ont eu des staphylocoques et à qui on a encore imposé le masque par-dessus les boutons des staphylocoques. On peut avoir un staphylocoque doré, ça te donne une infection du sang. Et si en 24 heures, tu n'as pas saisi que c'était ça, l'enfant, il peut mourir dû au port du masque. Rien que ça. Et tout ce que ça engendre, c'est vraiment très grave. Et ces gens, ok, pris dans le quotidien, métro, boulot, dodo, je dois aller travailler. Même le père de mes enfants, je ne sais pas s'il verra l'interview, en septembre, il a voulu le rescolariser et il m'a dit, et le petit a entendu, mais je m'en fiche qu'il porte le masque 8 heures par jour. Ah bon? Alors que lui-même, dès qu'il peut l'enlever, il l'enlève et qu'il le porte 12 heures dans la semaine. Je trouve ça aberrant, en fait, qu'on ne se mette pas à la place des enfants. Dans ces métiers, où on fait des métiers comme ça, instituteur, ATSEM. L'ATSEM criait dans la cour la première semaine parce que les enfants mettaient mal leur masque. Et il y avait déjà des enfants au bout de 6 jours, je parle de mon école, qui n'avaient plus envie d'aller à l'école. C'est les mamans qui m'ont dit ça. Et au bout de 2 jours, la maîtresse de mon fils a demandé qui avait eu mal à la tête. La moitié de la classe a levé la main. Et les gens disent, oui, mais c'est bon, c'est passé, ils n'ont plus mal à la tête. Sauf que le mal de tête, c'est un symptôme qui est dû à la mauvaise oxygénation du cerveau et du corps. Et donc, en fait, après, on s'habitue. C'est comme avec les ondes d'un téléphone, si on est un peu sensible, au bout d'un moment, ça ne nous fait plus rien. Ça ne veut pas dire que les ondes, elles ne sont plus là. La désoxygénation lente, elle est bien présente. Et on respire son propre CO2. Et il reste sur, mais non, c'est bon, c'est passé. Mais non, les gens ne sont pas allés se renseigner pour le bien de leur enfant. Ils ont manqué quand même sérieusement de curiosité par rapport à aller se documenter là-dessus. Eux-mêmes, et je trouve qu'ils n'ont pas fait l'effort. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut, en fait. C'est la responsabilité de chacun, parent ou pas, d'aller justement se renseigner, d'aller chercher l'information par lui-même. On a bien compris quand même qu'au niveau des médias principaux, ça va dans une seule direction. Voilà, il y a énormément de censure. Ça aussi, c'est quelque chose de factuel. Donc, à un moment donné, il faut s'interroger. Comment ça se fait qu'il y a autant de censure? Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de véritable débat scientifique, voilà, à la télévision? Vraiment à la radio. Comment ça se fait qu'autant de grands scientifiques, avec des CV longs comme le bras, adoubés depuis des décennies par le corps scientifique, et du jour au lendemain, en fait, ces professionnels-là, épidémiologistes, virologues, immunologues, on les écoute pas et on les targue justement de ce mot fourre-tout de complotiste. Et Non, avoir, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que les gens s'amènent à s'interroger. Il faut s'interroger. C'est hyper sain, en fait, de se poser des questions. C'est très, très sain. C'est pas être un... Moi, on m'a dit que j'étais une poète il n'y a pas très longtemps. avoir, Voilà. avoir imposé ce masque viole déjà des lois du code civil, du code de l'école et du code pénal. Et refuser la scolarité pour cette raison également. Et rien que sans les abus. Et après des abus, ben, il y en a dans les témoignages des mamans louves, il y en a dans l'émission, les témoignages tournent aussi sur les réseaux sociaux en format écrit, image. Il y a des témoignages ahurissants. Il y a des professeurs qui vont jusqu'à scotcher, Le masque scotcher sur le le visage. masque sur leurs élèves de collège parce qu'ils le portent un peu ici de temps en temps pour respirer. Ils leur scotchent sur la figure. Les Vous vous rendez enfants compte? se retiennent de respirer parce qu'ils n'y arrivent pas trop, ils sont un peu en apnée dans leur masque. Et on sait tous que les enfants, ben, ils ont leur cerveau qui se développe toute l'enfance. Et que s'il est mal oxygéné, ne serait-ce qu'un mois, et là on est à 18 mois, presque 2 ans, de désoxygénation du cerveau et de tous les organes vitaux des enfants. Vous m'avez raconté avant une histoire d'une petite fille qui avait souffert de la maltraitance dans l'école et que les parents l'avaient déscolarisée sans porter plainte. Pourquoi ces parents n'ont pas porté plainte? Ils ont dû avoir peur de s'opposer. Ils n'ont pas eu envie de faire d'histoire. Moi, Voilà, ils ont retiré tous leurs enfants. Ils ont retiré, je crois qu'ils avaient 2 ou 3 enfants. Ils ont retiré leurs enfants de cet établissement scolaire. Mais en fait, ils n'ont pas eu envie
de faire des histoires. Je pense que rentrer dans des procédures judiciaires, après, ça peut faire peur aussi. Aller porter des plaintes, ça peut faire peur. C'est vrai qu'en France, c'est des procédures lourdes. Si derrière, il y a avocat, etc., voilà, il y a un coût aussi financier. Et c'est vrai que le droit, quand on n'est pas juriste, c'est compliqué à comprendre. Donc, Alors, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Et il ne les, faut et pas hésiter. les mamans qui ont un peu se sont avancées, par exemple, les punitions pour le port du masque, c'est illégal. Donc, celles qui ont dit non, là, c'est illégal, maman va porter plainte, ou alors la maman ou le papa dire non, mais vous arrêtez ça tout de suite, c'est la dernière colle ou punition que vous lui mettez, sinon je porte plainte. Mais en général, ces enfants-là, on les laisse tranquilles après. Le lycée de mon grand, on lui a dit en début d'année, mais c'était pour autre chose, mais qu'il n'avait pas à savoir et il n'aurait pas de punition et tout ça parce que ça n'était pas de leur ressort. Et effectivement, il faut se renseigner et il y a eu beaucoup d'illégalité. Il y a énormément d'illégalités, mais parce que, voilà, au sein des établissements scolaires, ils se cachent derrière ce protocole. Ils ne sont même pas au courant que grâce à qu'on appelle ça, une action juridique d'environ 800 par an, euh, le Conseil d'État a balayé encore une fois le fait qu'on enlève le masque pour les enfants parce qu'il a estimé qu'il n'y a rien qui démontrait que c'était délétère pour les enfants, mais que par contre, il valait mieux les protéger du virus. Virus qui ne les touche quasiment pas, qui ne fait pas de forme grave chez eux. Ils font partie, c'est une mineure partie en fait de la chaîne de contagion, hein, les enfants. Maintenant, tout ça, c'est prouvé aussi. Donc, bon, bref. En revanche, le Conseil d'État, le 1er juin donc, de l'année dernière, il a quand même reconnu que ce protocole n'avait strictement rien d'un texte de loi, donc il n'avait aucun poids juridique, et que c'était uniquement un peu de la littérature, que c'était un recueil de bonne conduite à appliquer avec bon sens en fonction de la situation de l'épidémie sur le plan local et en fonction aussi de l'intérêt de l'enfant et de ce qu'il peut supporter. Mais ça, il n'y a enfin, je crois qu'ils ne sont pas au courant, en fait, dans Non, l'éducation nationale, et ils se cachent derrière ce protocole en disant, c'est la loi, je suis fonctionnaire, je dois obéir. Si vous n'êtes pas contente, vous dites à mon directeur. Le directeur vous dit, mais si vous n'êtes pas contente, vous pouvez faire un signalement à l'académie. Voilà, ils se refilent comme ça le bébé, sans se rendre compte qu'en fait, ils engagent aussi leur responsabilité personnelle et qu'en tant que fonctionnaires, ils ont aussi des droits. Et ils ont certes un droit de réserve, mais ils ont aussi, normalement, un droit de retrait à partir du moment où, dans l'enceinte de l'établissement scolaire, ils constatent des maltraitances faites sur les enfants. Ça fait partie aussi d'une de leurs missions de fonctionnaires. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont oublié, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont même pas au courant. Et en fait, c'est pareil pour les parents. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas au courant. Donc nous, les Mamans Louves, on essaye aussi, et les collectifs de parents, hein, parce qu'on n'est pas les seuls, on travaille main dans la main avec aussi, on n'en a pas parlé depuis le début, mais voilà, il y a une autre association qui s'appelle Enfance et Liberté. Il y a aussi voilà, beaucoup de collectifs de parents qui agissent au quotidien sur le plan local pour informer justement les parents. Il y a énormément de désinformation tant sur le plan sanitaire, scientifique, que sur le plan juridique. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça a du mal voilà, à bouger, mais c'est en train. et la Voilà, peur. c'est en train. Et Et il la y a la peur, peur. Il y a bien sûr la peur. Et la peur. aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est inverser. En fait, il faut inverser cette peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'encourage, s'il y a voilà, des parents qui nous regardent, où il y a eu des problèmes comme ça avec leurs enfants au niveau des établissements scolaires, je les encourage vraiment à inverser la peur, à instaurer un rapport de force. Voilà. Parce que des fois, c'est suffisant. Juste de montrer et de prouver par des textes de loi que ce qu'ils font, ça n'est pas bien, que ça engage leur responsabilité personnelle et très souvent au pénal. Je peux vous assurer que ça calme et ça pose. Voilà. Moi, j'ai eu un souci avec les instituteurs de mes filles. J'en ai une en maternelle, elle a 4 ans. Et j'en ai une, elle est donc maintenant en CE2. Elle va avoir 9 ans. Et moi, cette année, en début d'année, j'ai récupéré ma fille aînée. Déjà, elle n'avait plus envie d'aller à l'école depuis l'année dernière, alors qu'elle adore ça, que c'est une bonne élève. Donc, petit à petit, elle a commencé à plus trop aimer l'école. Et un soir, je la récupère. Elle n'est pas bien, elle est blême.
Et bon, j'essaye de la faire parler, ça marche pas. Et quand on arrive à la maison, elle part dans sa chambre, elle se met dans son lit sous sa couette, elle se met à pleurer. Mais des vrais pleurs, hein. Voilà, à 8 ans, c'était l'année dernière, donc 8 ans, elle pleure, elle pleure. Donc j'essaye d'aller la voir, j'essaye de la faire parler. Et elle me dit, maman, j'en peux plus. J'en peux plus de ce masque, je suis fatiguée, j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à me concentrer. Et elle me dit, et j'en ai marre parce que j'ai mes camarades là qui arrêtent pas tout le temps, qui sont là, mets ton masque, mets ton masque, mets ton masque. Parce que ben, moi, je le baisse, voilà, parce que j'en ai marre, parce que j'ai envie de respirer. Et elle me dit, tu sais, maman, je suis pas idiote, hein. J'ai pas besoin que tu m'aies dit tout ce que tu m'as expliqué, etc., pour voir que nous, les enfants, moi, mes copains et copines, il n'y en a pas un qui a atterri à l'hôpital hyper malade. Les instituteurs et les institutrices, eh ben, c'est pareil. Donc, elle me dit, je suis pas idiote hein, quand même pour me rendre compte de ce qui se passe. Mais elle pleurait, elle voulait plus du tout y aller. Donc, j'ai essayé voilà, de la rassurer, de la réconforter, de l'écouter et de lui dire, écoute, ma chérie, l'école à la base, voilà, c'est, tu as tes amis aussi, tes copains qui sont là-bas, n'en veux pas à tes camarades, ne sois pas en colère contre eux, parce qu'ils ont ils reproduisent ce que leurs parents leur disent, parce qu'encore une fois, derrière, il y a la peur. Voilà, donc ne sois pas en colère contre eux, c'est comme ça, et toi, tu es courageuse. Et donc le lendemain, elle a quand même voulu retourner à l'école. Par contre, elle m'a dit, maman, est-ce que tu peux aller parler à mon instituteur? Donc j'ai pris mon courage à deux mains. Et donc, j'ai été parler à son instituteur, j'ai essayé, donc voilà, pour lui expliquer que Liv n'était pas bien du tout, qu'elle était même dans un état dépressif, que ça faisait voilà, un petit moment, elle a des hauts et des bas comme ça, mais comme avec son papa, on est attentif, voilà, ça va, bien que. Et je lui ai juste demandé un peu d'humanité, voilà, pour ma fille. Il m'a dit, oui, mais vous comprenez, c'est le protocole, elle doit mettre son masque. J'ai dit, j'entends, hein, j'entends que vous ayez des directives, etc. à appliquer, mais après, je suis en train, encore une fois, de vous demander un petit peu d'humanité. Est-ce que vous pouvez pas être un peu cool? Ça fait plus d'un an qu'ils sont masqués 8 heures par jour, etc. Et puis, respirer, c'est fondamental. Et puis après que vous fassiez appliquer ces directives dans votre classe, je l'entends, vous êtes l'adulte, bien que je ne cautionne pas, et je ne suis pas d'accord. euh, c'est votre classe, ok, vous êtes l'adulte, vous êtes la référence d'autorité. Je dis par contre, vos élèves, ils ont pas à faire les petits policiers entre eux. Ils sont là pour apprendre, ils sont là pour jouer, voilà, pour se sociabiliser, mais pas pour faire de la délation et pas pour se surveiller comme ça en permanence. Et là, il a très mal pris, il m'a dit oui, je fais encore ce que je veux dans ma classe. Voilà, donc il a commencé un peu à prendre de haut. Et puis à un moment donné, bon, j'en suis arrivée à lui dire, mais monsieur, parce que le protocole en permanence. Et à un moment donné, je lui dis, mais monsieur, j'entends bien, vous êtes un fonctionnaire, ok. Je dis, mais avant d'être un fonctionnaire, vous êtes un être humain. Vous travaillez avec des enfants. Et là, ce monsieur m'a dit, c'est de redresser comme ça, il m'a dit, détrompez-vous, madame. Moi, avant d'être un être humain, je suis un fonctionnaire. Donc, je suis restée un peu pantoise. Là, je l'ai regardé, je lui ai dit, vous pouvez pas me dire ça, monsieur. C'est pas vrai. Je pense que vous êtes un peu piqué par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Votre orgueil est un peu pris là. Mais j'ai dit, vous pouvez pas me dire ça. C'est pas possible, en fait. Donc, j'ai dit, vous êtes en train de me dire que si votre hiérarchie vous demande demain, pour des raisons du protocole, d'aller au 12e étage d'un immeuble et de sauter de cet immeuble, parce que c'est le protocole et parce que c'est votre hiérarchie que vous êtes fonctionnaire, vous allez sauter? Et là, il me regarde, il me fait, oui, madame. Voilà. Je pense qu'il était dans je pense qu'il était piqué. Voilà. Il avait besoin de ce répondant là vis-à-vis de moi, mais néanmoins, ça justifie pas. Et en fait, c'est quand même très, 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 très parlant de l'état d'esprit, malheureusement, de beaucoup de fonctionnaires. À un moment donné, c'est pareil, il faut arrêter la langue de bois et le politiquement correct. Il faut dire ce qui est. Et ça, tout ça, ça doit changer aussi. Voilà. C'est très important. On est des êtres humains avant notre identité n'est pas faite que par son statut social, que par sa profession, que parce qu'on est un fonctionnaire. On est avant tout un être humain. Et ça, c'est très important de revenir à ça. C'est la base, c'est l'essentiel. Et je pense qu'on l'a oublié depuis très longtemps. Justement, que tu parles des fonctionnaires, je vais vous poser une dernière question sur les écoles et après on parlera des policiers, si vous êtes d'accord. Ok.
Est-ce que dans votre association, vous leur pouvez offrir des informations aux parents pour qu'ils puissent éduquer leurs enfants d'une autre manière, sans les emmener à l'école? Nathalie? Sur les réseaux d'entraide pour l'école à la maison. Oui, par exemple? Et il y a beaucoup de groupes qui existent déjà. Donc ça sera sûrement un pôle de l'association des mamans louves, parce que celles qui sont en IEF comme moi depuis 15-18 mois, il faut refaire un réseau de copains. Il faut s'organiser à la maison, mais l'organisation se met en place lentement et toutes celles qui sont déjà dans ce bain-là conseillent les autres et peuvent apporter leur aide, effectivement. Alors, il faut savoir que la majorité donc chez les Mamans Louves, il y a les cofondatrices, donc nous sommes les admins. Il y a d'autres Mamans Louves admins qui sont venus nous rejoindre. Ensuite, on s'est organisé en région, puis en département. Donc, nous avons des Mamans Louves, donc référentes régionales et référentes départementales. Et en fait, il y a une grande majorité d'entre elles qui sont déjà en IEF, donc instruction en famille. Et ensuite, voilà, de par les collectifs aussi de parents qui existent, c'est vrai qu'on aide voilà, les mamans louves qui nous rejoignent et puis aussi voilà, les papas loups, tous ceux qui ont besoin d'informations. Ensuite, on les redirige vers ces collectifs qui, eux, se sont voilà, bien spécialisés dans l'IEF. Il y a aussi beaucoup de réseaux de solidarité. Justement, il faut savoir que l'année dernière, il y a eu une augmentation de 30% de la déscolarisation, donc de l'IEF. Voire C'est plus. aussi très révélateur, pour y voir plus, et parlant. Ça continue encore là cette année. Moi, j'ai une maman hier qui m'a voilà, qui m'a appelé justement 3 enfants. Elle venait de les déscolariser. C'est une maman qui est séparée, qui a un travail, le papa aussi, mais ils ont décidé voilà, que leurs enfants n'étaient plus en sécurité à l'école. Et c'est vrai qu'ils ont fait ce choix ensemble d'arriver à les désco. Donc elle me donnait, voilà, elle me demandait des informations. Donc j'allais contacter justement Nathalie parce que je sais qu'elle est calée là-dessus. Donc pour venir aider cette maman, pour les mettre en lien, parce que c'est vrai qu'après, le but du jeu, c'est aussi de créer par exemple des ateliers pour ces enfants qui sont déscolarisés, parce que ce qui est très important, c'est qu'ils ne perdent pas la sociabilisation. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Il faut savoir, comme on vous dit depuis le début, que tout ce dont on vient de vous parler, c'est sur le monde à l'envers. Voilà, toutes les démarches qu'on fait, les actions qu'on mène, c'est par rapport à ce monde voilà, qui s'est complètement retourné. Mais par contre, maintenant, on a décidé aussi de préparer l'après et de faire en sorte de remettre ce monde à l'endroit, justement. Donc, on est en train voilà, aussi de penser là, en ce moment à monter un projet pédagogique, à pouvoir présenter aux élus, notamment aux maires, pour après aller présenter ce projet au niveau des établissements scolaires en faisant en fait un constat qui est OK. Nos enfants sont cassés, c'est un constat. C'est comme ça, c'est là, c'est factuel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut réparer. Parce que sur du moyen et sur du long terme, ça va être la catastrophe. Il faut savoir que les psychologues, les psychiatres sont juste débordés et n'ont pas non plus les moyens de prendre en charge tous ces enfants et aussi ces parents et ces adultes, hein, parce qu'il va y avoir aussi des adultes, voilà, qui vont pas bien. Donc, du coup, chez les mamans louves, on réfléchit à construire, voilà, à trouver et à mettre en place des solutions pour rétablir les choses et pour aider nos enfants à se réparer, notamment psychologiquement. Donc, on est aidé, comme disait Nathalie tout à l'heure, de Johanna Nico, qui va faire en fait des séries de petites vidéos explicatives pour justement donner des clés aux parents, pour aider les enfants à s'exprimer pour trouver des activités qui vont permettre à leurs enfants de s'exprimer par le dessin, par la parole, par l'écriture, par aussi peut-être le théâtre, par le contact avec les animaux, etc. Donc on est en train de mettre ça en place. Pour les parents qui travaillent, en fait, il suffit de résoudre la garde de l'enfant. Et après, peut-être, pourquoi pas trouver un étudiant qui lui ferait les cours. Les cours peuvent être administrés par une tierce personne qui serait déclarée, elle, instructrice de l'enfant. C'est-à-dire que, par exemple, dans la famille dont tu parlais, Cyprine, si ils ont 3 enfants, et puis il y a le rapport direct aussi avec l'enfant, qui des fois n'est pas facile. C'est-à-dire que peut-être Sonia, si ta fille faisait une dictée avec moi,
elle serait plus sage et plus disciplinée, et mon fils avec toi. Et quand on fait avec sa propre maman, des fois, il y a des petits couacs dus à la relation directe, mais il n'y a que des solutions, en fait. Est-ce que vous avez pardon, Nathalie, je voulais te demander, est-ce que vous avez des petites écoles privées d'éducation alternative de Montessori, Waldorf Non, et puis avec ce gouvernement, pour l'instant, il y a plutôt des écoles comme ça qui ont fermé. Mais par contre, on y pense et on est en train d'essayer de mettre en lien des instituteurs mis à pied avec des directrices qui ne sont pas complices et qui ne veulent plus jouer ce jeu-là dans cette éducation nationale-là, et d'essayer de mettre en lien ces gens pour, dans un futur le plus proche possible, recréer des écoles avec tout le côté administratif que ça engendre, et chacun ses capacités et sa place. Moi, je sais que dans une école comme ça, je pourrais faire des ateliers. J'y pense depuis le début. Voilà. D'ailleurs, ça m'interpelle énormément que vous me dites qu'en France, l'IEF est permis et ces écoles-là, non. En Espagne, c'est tout le contraire. Nous, on n'a pas le droit au homeschooling. D'accord. Mais d'ailleurs, mais oui, nous avons énormément d'écoles alternatives. Oui. Alors, il y a des écoles Il y alternatives en a, mais qui existent. Après, il faut savoir que ça coûte cher Oui, je aussi. sais. Voilà, c'est un coût. Tout le monde ne peut pas y avoir non plus accès. Et ensuite, maintenant, il y a de plus en plus voilà, de bâtons dans les roues qui sont mis par l'administration aussi. Donc, d'où le fait qu'il y a pas mal de ces écoles qui ferment. Ou alors, il y a plein de projets qui essayent de se monter et qui, en fait, retombent comme un soufflet parce que beaucoup trop de difficultés et d'obstacles administratifs. Mais en fait, c'est pas grave. Tout ce qui se passe aussi voilà, depuis 2 ans, ça n'a fait que révéler déjà des dysfonctionnements qui sont là depuis des décennies. Et ça, c'est aussi une très, très bonne chose. Donc, il faut être patient, je pense. Il y a encore besoin de déconstruction. On va vivre sans doute encore des choses difficiles, mais en parallèle, il y a toutes ces belles choses qui sont en train de... elles sont, voilà, elles sont au niveau de la graine, en fait, et c'est en train de germer. Et on va trouver des solutions parce que, comme on disait tout à l'heure, on va rien lâcher. Et tous ces professeurs, instituteurs qui sortent de l'éducation nationale, ceux qui sont retraités, il y a peut-être aussi des soignants qui ont été suspendus, qui vont se retrouver des nouvelles vocations, et qui vont peut-être avoir envie aussi de monter des établissements ou des structures, en tout cas, comme ça, alternatives, pour refaire éducation. Parce qu'en fait, avec tout ce qui se passe, il y a une réelle demande. Ça, par contre, du coup, il y a eu plein d'éveils de parents grâce à ça, qui se sont rendus compte qu'en fait, ils n'avaient pas du tout envie de cette école-là. Il faut savoir aussi que ben, le niveau scolaire des enfants est en régression depuis plusieurs années. Le niveau intellectuel voilà, des enfants est aussi en régression. C'est très particulier et c'est pas moi qui l'invente, c'est aussi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des anciennes justement institutrices ou professeurs juste à la retraite, là, des jeunes retraités et qui, elles, donc, il y en a une, elle m'a dit, tu sais, nous, on était les vieilles biques de l'éducation nationale avec 30 ans, 40 ans de carrière derrière nous. Et en fait, nous, on a vraiment fait des métiers de vocation. On était là pour les enfants, pour les accompagner, pour leur apprendre avec des techniques voilà, d'apprentissage simples mais efficaces. Ce que nous, on a connu. Hein. Moi, j'ai eu des maîtresses, je me souviens de l'école. Moi, j'ai eu des maîtresses fabuleuses quand j'étais petite. Vraiment, dans les premières années, mon primaire, ma maternelle et mon primaire, ils ont été fabuleux. Et j'ai un niveau voilà, qui franchement, et j'ai les bonnes bases en fait. J'ai vraiment mais acquis les bonnes bases le niveau était déjà en train de descendre depuis après la guerre. déjà. Et elles m'ont dit, puis tu sais, on a vu aussi au fur et à mesure des années, ouais, le niveau scolaire baisser, baisser. On nous a enlevé de plus en plus de choses, a enlevé de l'histoire, changé la manière d'apprendre les mathématiques. Moi, ma fille, elle a voulu que je l'aide à faire une soustraction. Alors, j'ai la bosse des maths qui est jamais sortie, hein, mais j'ai rien compris. Eh bien, Un mon truc, fils, mais compliqué. je paye, du coup, ça fait partie des sacrifices, quelques cours de soutien réguliers à mon fils en maths. Il est en CM2. Et en fait, l'école à la maison ou autrement, en fait, permet, quand un enfant ne comprend pas, de bien recommencer depuis la base, de bien comprendre le problème, etc. Et par contre, quand il comprend, il trace. Et mon fils, il est au niveau CM2 et il est en train de faire des équations de 5e.
En maths, il dépote. Il est parti comme une flèche. Et ça lui plaît. Il adore 3x plus 7y divisé par 5. Et il va te le trouver, en fait. Et c'est chouette, en fait. Et ben moi, je réapprends ce que j'ai oublié. Et ben, ça nous fait du bien tous les deux. Et puis voilà, quoi. On y va. Je vais vous poser une petite question. Imaginez-vous qu'ils vous enlèvent toutes les mesures sanitaires dans les écoles. Pensez-vous que mener nos enfants à l'école vaille vraiment la peine avec ce système pédagogique actuel? Moi, personnellement, non. Non. C'est pas du tout l'intérêt de l'enfant. On le voit, en règle générale, c'est plus du tout l'intérêt de l'enfant qui est mis en avant. On a l'impression que les choses, elles ont été faites en fait pour rendre la vie du corps enseignant plus facile. Ce sont des choses qui sont pratiques. Ils font les choses parce qu'elles sont pratiques. Ou pour créer des esclaves, peut-être? Pour Des créer. bonnes formatées, sûrement. Il y a Oui, ce formater. côté-là, hein, d'être formaté, d'être en compétition, d'être noté, de faire comme les autres, sinon non. Moi, j'ai une amie qui m'avait dit non, moi je le déscolarise pas, je veux pas le stigmatiser. Ben, moi, je me suis stigmatisée moi, mais mon enfant, quand j'étais pendant les 5 matins à râler à l'école devant les parents, etc., il n'était pas là, je ne l'ai pas exposé, mais je l'ai sorti du jeu. Mais il y a des enfants qui ont eu des visières et qui se sont fait moquer parce que, bon, ben, la différence, de toute façon, à l'école, et même à cet âge-là aussi, tu te moques un peu pour un rien. Mais le formatage, ben, finalement, oui, en fait, Oui, peut-être que ils sont là. Vous savez, on les assoit 8 heures par jour. ceux qui se sont sortis du jeu se rendent compte de ça maintenant, je pense. Si moi, je ne le voyais pas avant, je le vois maintenant. Très Moi, clairement. j'ai conscience, hein, les enfants, ils sont assis 8 heures par jour à leur place. Ils regardent le tableau, ils écoutent, voilà, ils font. Après, attention, hein, encore une fois, il y a certains professionnels, On instituteurs, n'est pas institutrices, pareil. Hum. voilà, qui vraiment font différemment, mais parce qu'ils sont dans la vocation, justement, ils ont fait ce métier par vocation. Euh, mais par exemple, vous voyez, là, on a notre gouvernement qui a interdit les ateliers de méditation en conscience dans les écoles, sous prétexte que ça pouvait amener à des dérives sectaires. Voilà. Peut-être parce qu'il y a eu peut-être voilà, un événement dans toutes les écoles en France où il y avait un atelier comme ça, qui s'est peut-être pas très bien passé. Donc ça a été le prétexte en fait pour annuler ça, alors que au contraire, il est bien prouvé que ça permet aux enfants, ce sont les instituteurs hein, qui ont appréhendé ce genre d'atelier, ça permet aux enfants de se poser, de se calmer, de s'écouter, et au contraire, après d'avoir une meilleure scolarité, d'être plus attentif, d'avoir une meilleure concentration, de moins s'énerver, d'être plus ouvert à l'autre, dans le respect de la différence. Donc, en quoi ça, c'est sectaire, en Et, fait? et le Au respect Dan- du rythme de l'enfant propre. Exactement, on fait attention au rythme. Au Danemark, dans les écoles, ils donnent des cours d'empathie. C'est magnifique. Pourquoi on ne fait pas ça chez nous? Oui. Ben, quels sont les effets secondaires de la méditation? L'endorphine. Il n'y a que des bénéfices. De l'endorphine et avoir voilà, un certain bien-être. Et, et qu'ils soient moins agressifs, ces enfants, parce qu'en fait, il paraît que les violences aussi chez les enfants et les ados augmentent. Et il faut revenir sur l'humain, il faut revenir sur l'empathie, sur la générosité, sur tendre la main à son prochain. Et, euh, et on veut nous couper de tout ça, mais il faut recréer tout ça, quoi. Pour nos enfants. Je suis contente, quelque part, que cette crise tombe sur notre génération à nous. C'est pas Oui. sûr. Pour qu'on fasse le gros boulot à leur place, que ça ne leur tombe pas sur la tête à eux, à nos petits, à nous. Nous, on est en train de leur préparer le terrain. Et après, par rapport à l'IEF, il ne faut pas jeter la pierre non plus aux parents qui n'ont pas pu mettre en IEF. C'est pas pour autant, et c'est mon cas, c'est pas pour autant qu'on l'a, voilà, qu'on l'a pas, on le vit pas bien. Mais on a fait des choix aussi comme ça en conscience. Moi, comme j'ai dit, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai préparé mon enfant aussi à ce qu'elle allait vivre. Je lui ai donné des instruments aussi pour s'en sortir dans tout ce marasme. J'ai été faire front devant son instituteur, pareil pour ma petite. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai essayé de faire au mieux, je me suis battue. Donc je pense que c'est important aussi de ne pas jeter la pierre non plus à tous ces parents qui n'ont pas pu faire ça. Et après, je crois qu'il est important aussi, l'IEF, pour moi,
c'est pas non plus la solution, la seule solution. Parce que les écoles, elles existent. Et en fait, aujourd'hui, il faut aussi aller travailler à l'intérieur de l'école. Voilà, il faut amener d'autres choses. Il faut que moi j'appelle cette vieille dame de l'éducation nationale, elle a aussi voilà, besoin d'être plus que dépoussiérée, complètement refondée. Et ça va aussi venir de l'intérieur. C'est pour ça que j'encourage, s'il y a des instituteurs, des institutrices, des directeurs d'école, des professeurs qui nous regardent, j'ai envie de leur dire, soyez forts. Vous aussi, maintenant, c'est à vous de rentrer en résistance, en fait, de l'intérieur. Et de leur dire, vous avez des droits en tant que fonctionnaire, en tant que corps enseignant. Donc, rapprochez-vous de syndicats, parce qu'il y a aussi des syndicats d'enseignants là voilà, qui émergent pour défendre l'intérêt supérieur des enfants et pour défendre aussi leurs droits, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord de cette éducation nationale-là, qu'ils ne veulent pas de ça pour les enfants. Donc, la résistance, elle doit aussi venir de l'intérieur. Voilà, c'est important. Trouvez le courage en vous. C'est pas évident. Vous risquez des sanctions, vous risquez peut-être d'être suspendu. Mais regardez, il y a les soignants qui sont déjà passés par là et c'est des moments difficiles à, à vivre. C'est pas évident quand on a des crédits, voilà, à payer, quand on a des enfants à nourrir, quand on a toute une carrière derrière soi. C'est vrai que c'est dur de quitter ça, de quitter entre guillemets son confort, bien qu'en fait c'est plutôt de l'inconfort. Mais ça passe aussi par ça. Voilà, il faut aller trouver ce courage en nous et ça vaut pour les enseignants, mais en fait, ça vaut pour nous tous. Il n'y aura pas de sauveur et ça va venir de nous. Voilà. Et en montrant l'exemple aussi, les gens suivront après, quoi, en fait. Il faut faire, il faut créer, il faut montrer l'exemple. Maintenant, je vais vous changer un petit peu le sujet des questions et je voudrais vous demander quelle est votre opinion sur le travail effectué par la police pendant la pandémie lors des manifestations, du contrôle du pass sanitaire et des verbalisations. En France, ça a été très violent, hein, c'est violent depuis 3 ans de gilets jaunes. Je les suivais et je ne me suis levée que quand ils ont touché aux enfants, en fait, le gouvernement. Mais sinon, j'ai une estime de la police, même cet été, pour avoir fait un apéro exprès sans passe, au milieu de terrasses sans passe. Et j'étais comme ça avec des CRS sur Bayonne, dont un que j'ai reconnu, qui était un ancien collègue vigile d'avoir travaillé dans un supermarché il y a 20 ans. Il me dit, mais je vous reconnais, vous. Et je lui dis, bah, moi aussi. Alors, l'avertissement, pourquoi vous me mettez un avertissement? Et finalement, ils ne me l'ont pas mis. Mais ils sont venus à 4 camions et tout ça. On mangeait des pistaches et on montrait que nous, on faisait notre petit apéro résistant, sans passe, en fait, au milieu des gens qui avaient le pass, en fait, et qui étaient bien dociles sur les terrasses. Donc, il y a quand même cette estime, cette image de valeur pour les enfants. Les policiers, les pompiers ont une très forte image et c'est leur héros. C'est encore dans les héros des dessins animés, etc. Mais il est vrai qu'en France, ils ont été utilisés hein, parce que, bah, comme les directeurs, on leur a donné des directives et il y a eu de la force, de l'oppression, de la violence. Je ne me prononce pas ni pour ni contre eux, mais je comprends les deux discours. Il y a déjà eu des gens qui les ont insultés. Et c'est vrai que si j'étais montée, je n'ai jamais fait de manif gilet jaune à Paris, et si je m'étais fait traîner sur le sol par les cheveux par le moindre policier, j'aurais un petit peu plus la haine contre eux. Donc j'entends les deux discours, comme je suis ravie de te connaître, Sonia, parce qu'en plus, tu es toute pleine de charme, tu es une belle personne, ça se voit, ça se ressent, etc. Et donc sûrement toute ton équipe et votre assaut derrière. Et ouf, vous existez en fait. Et ça a été très violent en France, ça a été... voilà, et moi j'attendrai comme des directeurs d'école, que vous êtes des fonctionnaires comme eux, et vous avez le devoir de désobéir à des ordres illégaux en fait. Tout à fait. Et vous êtes des parents, vous êtes des êtres humains comme les directeurs, donc il ne faut pas rentrer dans le côté je suis une machine, j'applique comme ces instituteurs et les policiers aussi, mais plutôt non, ça c'est non. Donc on fait ouais une association et on va dire non au gouvernement. Là c'est illégal, ce que vous nous demandez, on veut pas jouer ce jeu-là.
Moi, je pense, moi personnellement, j'ai jamais rien eu de base contre la police. Bien au contraire, je pense qu'elle est essentielle dans une société. Bien sûr. Comme de base, c'est les gardiens de la paix. Aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est alors surtout dans les grandes villes et lors de grandes manifestations, ce qu'on a pu constater sur quand même des manifestants pacifiques, hein, parce qu'il y a pas il y a pas de violence. J'ai plus l'impression aujourd'hui d'avoir affaire à des faiseurs de désordre que à des gardiens de la paix. Et ça, pour moi, c'est ça qui est dur, en fait. Voilà, accepter. Parce que pour moi, ils ont un rôle et une image qui est tellement importante. Aujourd'hui, moi, là, j'ai fait pour la première, enfin, c'était la deuxième fois. La première fois, j'ai fait une manif, j'avais 15 ans. Voilà, c'est pour mes droits d'étudiante et un peu pour sécher les cours. Mais après, j'ai été pour ma première manif. Donc, c'était quand nos enfants ont été masqués. Je me suis retrouvée voilà, dans le petit village d'à côté. Et on n'était pas, voilà, pas masqués, on était rassemblés. On était une trentaine, pas méchants, que des parents, hein. On n'y connaissait rien. Moi, c'était la première fois que je venais. Hop, j'ai pris un peu mon courage à deux mains. On a eu quand même un joli comité d'accueil avec des policiers, clac, clac, etc., bien habillés, avec tout ce qu'il faut. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu un contrôle d'identité. Voilà. Donc, moi, maman, qui viens défendre les droits de mes enfants, qui paye mes impôts, suis une citoyenne qui fait pas de vagues, je suis pas une voleuse, je suis pas une dealeuse, je suis pas une proxénète, etc., etc. Je suis pas un bandit, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais menacé personne. Tu as été Me parfaite. retrouver comme ça, en tout cas, je suis pas hors la loi, voilà, tout simplement. Voilà, pour la première fois de ma vie, j'avais un contrôle d'identité et ça m'a fait bizarre. J'ai trouvé ça injuste et pas réellement justifié. Après, ce qui, entre guillemets, j'ai presque envie de dire, m'a fait plaisir, c'est que oui, en face de nous, donc on avait des forces de l'ordre, mais qui n'étaient pas dans l'agressivité, qui nous ont demandé de nous séparer, puisque comme on était plus de 6, voilà, c'était interdit parce que nous n'avions pas déclaré, voilà, en préfecture ce rassemblement. En même temps, on n'y connaissait rien. Donc, on ne savait pas. On a fait ça de manière très spontanée. Et en fait, voilà, ils sont venus quand même pour nous expliquer que la prochaine fois, il fallait faire une déclaration en préfecture, que comme ça éviterait de nous faire verbaliser, bon, etc. Ils nous ont un petit peu expliqué comment il fallait faire. Et puis ensuite, moi, j'ai essayé voilà, de leur parler. Donc, bien sûr, le devoir de réserve. Il m'a dit, Madame, c'est vous qui pensez ce que vous voulez. Et je leur ai dit, bon, écoutez, vous avez ce devoir de réserve. Vous pouvez pas parler, mais par contre, vous pouvez me voir et vous pouvez m'écouter. Donc voilà, j'ai essayé aussi de leur parler et de leur dire, mais vous êtes des papas, vous êtes des mamans, vous êtes des oncles, des tantes. Et, mais venez, rejoignez-nous. Ça suffit en fait. Stop. Et c'était qu'au début. Et on sentait vraiment que voilà, il y en a certains qui étaient touchés, mais il y avait voilà cette espèce de costume du policier, du fonctionnaire avec son fameux devoir de réserve. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ce qu'on est en train de vivre, c'est historique. On serait, en fait, beaucoup de gens n'en prennent pas conscience parce qu'on serait, il y a encore 60, 70 ans, aujourd'hui, il y aurait une guerre, avec peut-être des armes, avec des militaires, etc., avec des bombardements. Et en fait, ça a changé tout ça. Il y a plus ces signes visuels vraiment de la guerre. Mais en fait, on est dans quelque chose aussi d'historique. Et en fait, comme l'a dit notre président, c'est une espèce de guerre contre les peuples, mais qui est beaucoup plus sournoise. Les armes ne sont pas les mêmes, les armes ne sont pas visibles. On n'a pas des militaires ou voilà, qui sont partout dans les rues avec des tanks, etc. On n'a pas des avions qui nous passent par-dessus pour voilà, nous mettre des bombes. Mais Une est-ce que guerre pour autant, en fait, on n'est pas en train de vivre quand même quelque chose, voilà, une espèce de guerre, oui, sournoise, sourde, psychologique. contre les peuples. C'est psychologique en fait, davantage. Et ça passe par les médias. Les médias aujourd'hui, c'est l'arme principale de ces gens. Aujourd'hui, on n'a pas entre guillemets, des dictateurs. Les gens ont du mal aussi à voir. Aujourd'hui, dans The Economist, c'est pas qu'aujourd'hui, l'année dernière, déjà, il y a des spécialistes qui surveillent les pays dans le monde, qui surveillent les dictatures, qui surveillent les démocraties. Ils ont certains critères et en fait, depuis l'année dernière, eh ben, la France, on est passé d'une démocratie à une démocratie vacillante. Voilà. Tu es Moi, gentille. ce sont les termes de ces spécialistes-là.
Après, chacun en pense ce qu'il veut. Mais déjà, pour les spécialistes de la géopolitique, etc., nous sommes dans une démocratie vacillante. Nous, le pays des droits de l'homme et du citoyen. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et les gens ne le voient pas parce qu'ils sont encore ancrés dans une espèce de stéréotype en fait, de la dictature, où le dictateur est un militaire, où il y a vraiment des gens qui se font descendre dans la rue, où il y a peut-être des maris et des fils qui disparaissent, comme à l'époque de las Madres Locas aussi, qui nous ont beaucoup inspirés au niveau chez les mamans louves. C'est moins visible. Et ce qu'ils n'arrivent pas à voir, c'est qu'aujourd'hui, les dictateurs, en fait, ils sont en col blanc. Voilà. Ce qu'ils n'arrivent pas à voir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de mitraillettes, de pistolets, de fusils, parce qu'il y a les médias, il y a la presse. Et qu'un dictateur, il n'arrive pas en une seconde comme ça. Ça progresse, ça prépare le terrain, ça achète les médias, etc. Pourquoi on ne monte pas à Paris faire des manifestations pour nos enfants, Cyprine? Ben moi, j'ai peur. Il y a des adolescents qui ont été mutilés, qui ont été éborgnés. Lola, elle a pris un flashball dans la mâchoire, elle avait 17 ans. Et je l'ai vue en live. Comment un ça se fait que adolescent qui se promenait à Bordeaux, il en a pris un aussi. Alors que lui, il faisait du shopping. Et que même en manifestation, les manifestations servent aussi à exprimer sa colère sans passer à l'acte pour le c'est un peuple. droit aussi que nous avons? C'est une nécessité. Et un droit. Et ça permet de se défouler, de passer un message sans bouillir dans son coin jusqu'à faire une bêtise là illégale, oui. Mais j'ai peur. Aujourd'hui, on voit ces policiers en armes. Ouais, on voit ces policiers en armes comme ça, avec le bouclier, le casque, le truc de gaz là à la main, l'espèce de matraque là qui se rétracte, etc. Les flashballs. Des enfants ont été gazés. Des enfants ont été gazés, rien à foutre, ils rentrent, ils gazent tout le monde. La dissuasion en France, ouais, ça a bien marché. Et pourtant, il y a encore des manifs gilets jaunes ou pour nos droits ou contre le pass, etc. sur Paris, où les gens sont assez nombreux. Mais s'il n'y avait pas eu tout ça, mais ce serait 10 fois plus énorme. J'y serais. J'ai peur parce que je suis maman. À la limite, perdre un œil, ok, je suis encore vivante pour m'occuper de mes enfants. Mais qui me garantit que je vais revenir vivante, en fait? Comment ces forces de l'ordre qui aujourd'hui agissent de la sorte, maintiennent de la paix, peuvent faire ça, en fait? Et c'est à cause de ça qu'en fait, on est en train... certains sont en train de les détester. Pourquoi? Pourquoi agir comme ça? Pourquoi agir avec tant de violence? Parce qu'il y a des directives derrière? Il va y avoir tout à refaire. L'image des écoles en a pris un sacré coup parce qu'elles ont été coupables. L'image de la police en a pris un sacré coup aussi. Depuis 3, 4, 5 ans. Il y a beaucoup d'excès de zèle. Beaucoup d'excès de zèle. À quoi ça sert? Là, pendant les confinements, etc. Alors, ça dépendait. Moi, j'ai eu la chance sur notre secteur. C'est vrai qu'après, il y a eu les grandes villes où ça a été très, très particulier. Après, sur des secteurs comme les nôtres, davantage en province, nous, on n'a pas été réellement embêtés par les forces de l'ordre. Moi, j'ai jamais eu moi, personnellement, j'ai jamais eu de contrôle. Je me suis fait contrôler une fois. Je rentrais de chez mon ex-petit copain. Et j'étais passée je m'étais fait mon auto-attestation. J'avais pas vraiment de raison au niveau de l'État de sortir, donc j'avais un peu trafiqué pour aller le voir 2-3 jours. Et à l'époque, c'était pendant le premier confinement, j'avais cousu des masques. Moi, mais je n'en veux pas pour les gosses, mais je l'ai eu fait. Et donc, je me fais arrêter par les gendarmes, ici, une commune à côté de chez moi, au retour. Et une petite gendarmette, elle me contrôle, elle me dit, bah, vous faisiez quoi là-bas? Vraiment très, très autoritaire et tout, c'est le confinement, vous n'êtes pas au courant, il y a un virus super méchant, hein, il y a eu moins de morts, ça c'est une autre question, en 2020 qu'en 2019, mais bon. Et je lui dis, ben, j'ai cousu des masques, comme il y a un virus, j'ai joué un peu là-dessus, et je les ai emmenés à mon petit copain et ses enfants. Et elle me dit, mais vous êtes rien, vous? Parce que je ne suis pas ni infirmière, ni je n'avais pas le droit de circuler, en fait. Elle me dit, vous êtes rien. Et je lui dis, bah non, je ne suis pas rien. J'ai peut-être pas le droit de passer là, mais je ne suis pas rien quand même, en fait. Il y a eu énormément d'excès de zèle. Vous savez, dans des cantines, devant des écoles primaires, pour faire peur aux enfants, pour qu'ils respectent le protocole, ils ont fait venir certains, il y a eu peut-être des policiers, puis des gendarmes en armes. Dans un bus, ils se sont, c'est ça, dans une cantine. Qui emmenait à la cantine.
Il y a eu aussi des gendarmes dans un bus à contrôler les enfants ou le Oui, conducteur. Ou je exact. À contrôler les enfants dans un bus, les enfants ont été morts de peur. Mais quand qu'est-ce tu que es c'est en enfant, fait? quand tu es enfant et que tu vis ça, c'est choquant, c'est une image qui reste à vie. Oh, le monsieur, il nous a fait peur, il était un petit peu menaçant. Et puis, il le sait bien, le policier, qu'il a des enfants qui le regardent, donc une arme, ça sert à rien, par exemple, dans ce cas-là, quoi. Quel intérêt ont ces personnes-là, si ce n'est satisfaire, je ne sais rien, un quelconque ego ou désir de pouvoir sur l'autre? Quel intérêt en fait d'aller faire peur à des enfants? Quel intérêt de de verbaliser à tout va parce qu'on a dépassé les 1 kilomètre autour de chez soi quand on était en confinement? Quel intérêt moi j'ai décidé maintenant, voilà, la désobéissance civile. Je pense que c'est ce que je dois faire en tant que citoyenne parce que pour moi aujourd'hui, là, je parle en tant que citoyenne, hein, j'enlève la casquette aussi un peu maman louve. Donc, je parle en tant que citoyenne et en tant que femme. Moi, je ne peux pas obéir. Aujourd'hui, j'estime qu'il y a énormément de lois internationales que la France a ratifiées qui sont totalement bafouées. Et pourtant, les forces de l'ordre devraient être au courant de ces lois internationales. Moi, j'ai un policier municipal qui m'a dit, je suis là pour faire appliquer la loi. Mais je lui ai dit, OK, c'est très très bien, c'est votre métier. Je dis, par contre, les lois internationales qui sont bafouées, vous les connaissez? Parce que vous savez que ce sont les lois internationales, en fait, qui prévalent sur les lois nationales. Donc, comment ça se fait que vous vous intéressez pas à ça? Mais moi, je suis qu'un petit policier municipal, j'obéis. OK. Je dis, bon, mais très bien, vous êtes un exécutant, j'entends. Voilà. Mais ça, c'est pas normal. Donc moi, j'ai décidé en fait de plus obéir à des lois que j'estime scélérates. Donc je ne me masque plus. En plus, j'estime que pour ma santé, que pour la santé des autres, en fait, tout va bien. Voilà. Mais parce que encore une fois, je le vois. J'ai des yeux pour voir, tout simplement. Et je suis rentrée donc dans le tabac de ma commune la semaine dernière, sans masque. Maintenant, je tente. Voilà, je tente. Je ne suis pas non plus malpolie, désagréable ou quoi que ce soit. Au contraire, j'essaye justement de montrer des grands sourires parce que ça fait du bien, voilà, de voir des sourires, des gens avenants. Et la première chose que m'a dit la buraliste, qui était une salariée, m'a dit, Madame, s'il vous plaît, mettez votre masque. Et je lui ai dit, mais non, non. Ah bon, mais c'est obligatoire, il faut que vous mettiez votre masque. Je lui ai dit, non, non, madame, je ne vais pas mettre mon masque, en fait, je ne vais pas épiloguer, mais moi, j'ai pris mes décisions, j'ai 42 ans, vous n'êtes ni mon papa, ni ma maman, vous n'êtes pas policier, donc je vous dis non. Et en fait, cette dame-là, elle m'a dit, mais s'il y a des policiers qui passent là et qui vous voient, ils vont rentrer, et moi, je vais prendre une amende. Donc j'ai compris que cette dame était dans la peur. Alors, il y avait le plexiglas, elle avait le masque, etc. J'ai compris qu'elle était dans la peur, je pense encore du virus. Ensuite, la peur de l'amende, de l'argent, voilà. Et peut-être après, en tant que salarié, de fautes graves, voire éventuellement de licenciement derrière. Ça, il y a plein de choses qui découlent. Et en fait, je me dis juste euh, que finalement, ces policiers, s'ils me voient, mais ils ont le choix de passer leur chemin et de ne pas venir mettre une amende. Parce que peut-être qu'au fond d'eux, ils savent que c'est pas juste, parce qu'ils n'en pensent pas moins. Donc, comme je disais, pour les instituteurs, les institutrices, directeurs, etc., où la résistance, elle doit aussi venir de l'intérieur de cette institution qu'est l'éducation nationale, et bien pour vous, chez les policiers, et j'ai envie de dire chez les gendarmes aussi, eh ben c'est pareil en fait. Ça doit aussi venir de vous, de l'intérieur, d'un moment donné, dire stop en fait. J'ai pas envie de mettre une amende à mon concitoyen qui a finalement a rien fait de mal. Non, tout simplement. J'ai pas envie quand il y a des manifestations, quand c'est des mamans, des enfants qui sont pas violents, mais j'ai pas envie de leur envoyer un flashball dans la tronche. Voilà. Tout simplement, et de revenir à cette humanité dont on a tous besoin. En fait, on est tous liés par une chose. On est tous liés par, on est tous des êtres humains et on a tous un cœur. Voilà. Il faut arrêter un peu de penser au jeu et il faut aussi revenir au nous. C'est ce qu'on a oublié depuis très très longtemps. Et les forces de l'ordre, elles ont un rôle tellement important parce qu'elles sont justement aussi image d'autorité. Moi, ma fille, tu le sais, Sonia, quand je lui ai dit, ah, je vais être avec Sonia, une policière, ma petite de 4 ans m'a fait, oh, maman, maman, je veux la voir, une policière.
Voilà, parce qu'elle aime ça. En plus, j'aime bien moi les petites séries policières, etc. depuis longtemps. Donc ma fille a eu regardé. Puis un jour, elle vient me voir toute fière comme ça. Elle m'a dit, Maman, je t'arrestationne. Elle m'a mis les mains dans le dos comme ça. J'ai dit, bah, dis donc, qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, rien, mais je t'arrestationne quand même. Voilà, du haut de ses 4 ans, parce que c'est le policier, c'est la policière, c'est un peu le héros pour les enfants. Il Il y a faut une pas que le image. policier il fasse peur aux enfants. C'est pas possible, ça. Pensez-vous que pendant ces 2 dernières années de pandémie ou pandémie, les gens ont eu plus peur au virus ou aux amendes? Plus peur des ordres, plus peur des consignes, suivre les consignes, suivre les consignes. Et bah, il y en a beaucoup qui ont eu peur du virus, mais c'est dû au matraquage médiatique. Je n'ai pas la télé depuis 5-6 ans. Je suis bien contente. J'aurais été en déprime à chaque fois que j'aurais vu cette publicité sur la grand-mère. Je ne l'ai vue qu'une fois. Et après, ils ont fait une deuxième publicité. On dirait que la grand-mère, elle est droguée. Ah oui, ça va et tout. Je suis contente, etc. Mais la peur, quoi, hein, ils ont joué sur la peur. Ils ont bien réussi à le faire. Les gens ont oublié que les enfants participent à l'immunité collective générale dans tous les virus. C'est grâce aux enfants qu'on va immuniser toute une population. Ils ont carrément tout oublié. On dirait que les gens ont été hypnotisés. C'est un truc de fou. Mais pendant les confinements, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais il y a eu Moi, beaucoup de peur des amendes, notamment pour les restaurants, etc. je pense qu'en fait, au début, on a tous eu peur. On avait ça qui nous tombait sur le coin de la figure. Alors, à des degrés différents, hein. Mais voilà, c'est vrai que moi, j'ai pas eu peur de suite. Je me suis dit, c'est quoi encore cette espèce de truc? Et puis après, je me suis dit, tiens, c'est quand même un peu sérieux. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à avoir peur, surtout pour mes enfants. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et puis après, assez rapidement, je suis quand même sortie de cette peur, mais parce que j'ai observé, parce que j'ai été me renseigner un petit peu ailleurs, parce qu'il y a des scientifiques en qui j'ai commencé à avoir confiance. Moins en ceux de la télé, quand j'ai compris qu'ils avaient aussi beaucoup de conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques, ça aussi c'est quelque chose de concret. Donc voilà, bref, donc je pense qu'au début, les gens ont vraiment eu peur. Et certains ont continué à être dans cette peur. Mais je pense que la grande majorité, beaucoup, ont eu beaucoup moins peur et par contre ont vraiment été tenus par l'amende, ont eu peur de cette amende, vraiment. Moi, je l'ai vu autour de l'école de mes enfants, donc à 50 mètres autour de l'école des enfants, il y avait un arrêté préfectoral donc, qui obligeait le port du masque, même en extérieur, même quand nous, ici en France, on était avec un taux d'incidence, dans les Landes, pardon, on était dans un taux d'incidence en dessous de 50, au ras des pâquerettes, il y avait toujours cet arrêté préfectoral qui imposait le masque à l'extérieur. Eh ben, je sais qu'en fait, les parents continuaient de se masquer parce qu'ils avaient peur de l'amende. C'était ça et pas autre chose. Ils continuaient même à masquer leurs enfants. Ils n'étaient même pas au courant que l'arrêté préfectoral, c'était à partir de 11 ans. Et ils continuaient à masquer leurs petits. Des fois, certains en maternelle, faire enlever le masque avant de rentrer. Et puis sinon, voilà, à partir de 6 ans aussi. Mais parce qu'ils avaient peur de prendre l'amende. C'est exactement ça. Et moi, je leur ai dit, quand je pouvais discuter avec certains, je leur disais, mais vous savez, en fait, moi, j'ai décidé de plus avoir peur. Donc, si j'ai voilà, quelqu'un de policier municipal ou autre qui vient me voir, alors je vais avoir les guibolles comme ça, hein, parce que vous êtes quand même image d'autorité. Voilà. Puis moi, j'aime pas, voilà, j'aime pas tout ce qui est conflit, etc. Donc, je vais pas faire la maline, hein, je vais avoir mon palpitant qui va être comme ça. Mais à un moment donné, voilà, je vais juste te dire, et d'ailleurs, c'est arrivé avec le policier municipal qui est allé me voir, qui est venu me voir sur demande de la directrice d'école, parce que je ne mettais plus mon masque pour rentrer dans l'établissement scolaire. Il n'y avait plus d'obligation, elle est revenue après, mais c'est en extérieur, etc. Donc, quand je vous dis, j'ai dit non, c'est non, à un moment donné, ma manière à moi de désobéir. La directrice, donc, du coup, on a fait appel aux policiers municipaux, et quand il est venu me voir, il m'a dit, mais écoutez, je vous fais un rappel à l'ordre. J'ai dit, faites votre rappel à l'ordre. J'ai dit, mais que ce soit très clair, je ne mettrai pas mon masque. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous me mettrez une amende. Je n'ai absolument pas les moyens, parce que certains peuvent croire que oui, mais elle peut payer. Non, je peux absolument pas payer. Je suis une maman célibataire avec 2 enfants. Je vis dans un HLM. Je suis en recherche d'emploi. Donc, je pourrais, moi, avoir très, très peur de l'amende, justement. Et en fait, ben, j'ai décidé de... Eh ben non, voilà. Tant pis, arrivera ce qui arrivera, j'aviserai. Mais non, en fait, je porte plus mon masque à l'extérieur. C'est comme ça.
Maintenant, pour terminer, les filles, je vais vous demander si vous pouvez, comme maman, en tant que maman, pardon, leur lancer un message à mes camarades policiers et gendarmes français. Moi, je suis maman et le rôle des parents, père et mère, et tati, tonton, toutes les personnes qui font partie de l'entourage d'un enfant ont le rôle de les protéger. Et vous, vous êtes bien sûr des êtres humains comme nous, et nous comme vous. Et déjà, votre fonction première, c'est de protéger les citoyens. Et je vous demanderai de venir avec nous, nous opposer à ces ordres illégaux, de s'allier peut-être sur une manifestation, un événement, dans une association comme la vôtre, pour aller s'opposer ensemble et dire stop. Parce que si vous, le corps policier, vous dites stop, ils ne sont plus rien. Si en majorité, les policiers posent le casque, ils ne sont plus rien. Et ils ne pourront plus rien faire d'illégal. Et si vous le posez, c'est bien parce qu'ils font des choses illégales en haut. Et j'espère que cette crise sera bientôt finie pour tout le monde, et parce qu'il y a beaucoup de choses à reconstruire et à réparer ensemble, en tant que tous, vous et nous, parents et citoyens. Alors, moi, en tant que citoyenne, alors en tant qu'être humaine, en tant que citoyenne, en tant que femme et en tant que maman, euh, je fais appel à, eh ben, à la même chose chez vous, en fait. Vous qui êtes policiers, policières, vous êtes avant tout euh, des êtres humains dotés de sentiments, de cœur. Vous êtes des hommes, des femmes. On est concitoyens. Vous êtes des papas, des mamans, des oncles, des tantes, des frères et sœurs. Et si vous l'êtes pas, voilà, il y a des enfants autour de vous. Et vous-même, vous avez eu un papa, une maman. Alors j'espère que vous avez eu la chance d'avoir peut-être une maman qui aujourd'hui ferait la même chose que nous. Et si vous avez si vous n'avez pas eu une maman qui s'est bien occupée de vous, j'en suis désolée. Mais est-ce que vous n'auriez pas aimé, voilà, avoir des mamans comme nous aussi pour vous défendre en tant qu'enfant? Quand on vous a maltraité, quand un copain vous a embêté, si un adulte vous avait fait du mal, je pense que vous auriez aimé peut-être avoir des mamans comme nous. Nous sommes des personnes honnêtes. On est juste des mamans, on se fiche royalement des idées politiques des uns des autres, on se fiche de la couleur de peau, on se fiche des religions, on est juste toutes reliées par notre cœur de mère et et les cœurs de papa aussi. Et voilà, on vous demande de redevenir en fait les gardiens de la paix, de revenir à l'essence même de votre métier. Remettez de la valeur dans ça, c'est très important, très très important. Vous n'êtes pas là pour servir le gouvernement. Vous êtes là à la base pour servir et protéger le peuple dont nous faisons partie. Et encore une fois, aujourd'hui, en face de vous, c'est pas des bandits que vous avez, c'est pas des casseurs que vous avez, c'est pas des voleurs. Ce sont voilà, des citoyens, des pères, des mères euh, qui sont là pour protéger notre avenir à nous d'adultes. Mais nous, voilà, les parents et tous ceux qui soutiennent les enfants, on est là aussi pour protéger l'avenir de nos enfants. Et franchement, ça passe aussi par vous. Moi, j'ai le rêve. Je sais. Que Ça ça me touche, pose et de marcher j'ai ensemble. le rêve de vous voir poser le casque, quoi. Posez le casque et venez avec nous. C'est voilà, restez ces héros que vous êtes dans les yeux de nos enfants. Ne leur montrez pas l'image détestable de ces forces de l'ordre qui font du mal, en fait, gratuitement, parce que vous avez eu des ordres qui viennent de plus haut, de personnes qui sont pas bienveillantes et qui, en fait, au final, n'en ont rien à faire, sans doute, de vous aussi, et qui se servent de vous. Donc, s'il vous plaît, voilà, retrouvez votre humanité. Je ne vis pas dans le monde des bisounours. Loin de là, je suis au contraire quelqu'un de très réaliste et terre à terre. Mais voilà, j'ai mon cœur de mère qui vous appelle du plus profond, justement, de son noyau, de ses cellules. Et, euh, et voilà, venez vers nous, venez avec nous. Et, Et et protégez les enfants avec nous, protégez vos enfants avec nous. oui, Voilà. protégeons nos enfants ensemble. Et Sonia, j'espère qu'ils sont nombreux comme toi et qu'ils vont avoir le courage
Parce que c'est une question de courage, en fait, de faire le pas, de dire, ben non, là, non, je m'oppose, en fait. C'est une histoire de courage de faire un pas en avant dans n'importe quelle situation ou crise ou désaccord, en fait, ou injustice. Et oui, une police indépendante. Chez nous, on a une police qui est dirigée par un ministre qui a des plaintes sur le dos. Et bien sûr, d'ailleurs. Et notre police à nous s'auto-juge. Donc ce ministre qui a des plaintes sur le dos va faire auto-juger sa propre police sur son cas à lui. Donc autant dire qu'il est blanchi d'avance. Et non, il faut de la justice partout, en fait. De la vraie justice. Pour tout le monde, pour nous tous, pour Sonia, Cyprine, moi, tous ceux qui nous écoutent. Et pour vous, voilà, pour vous aussi. Pour vous aussi. Alors moi, en tant que policière et en tant que maman, je veux vous dire merci pour Merci exister. à toi. Merci pour protéger nos enfants. Je vais m'adhérer à l'association des mamans louves parce que je crois que vraiment ça vaut la peine. Vous êtes génial. J'ai adoré faire cette interview avec vous. Merci à toi, Sonia. Merci beaucoup. Et avec Police pour la vérité, vous pouvez compter sur nous pour vous aider en tout ce qu'on puisse faire pour vous, dans des actions judiciaires ou même dans des démarches dans les rues, des manifs, ce que vous voulez. OK? Ben, merci beaucoup. On avec doit grand protéger plaisir. nos enfants. Et nous, on va véhiculer aussi, voilà, nous aussi, on va faire du lien, on va aussi voilà, faire connaître aussi vos collectifs parce que c'est hyper important que voilà, vous soyez là, les policiers. Je pense que vous êtes une clé du changement. Bien sûr. Ça passe aussi beaucoup par vous. Ça passe par le plan personnel de chacun, bien évidemment. Mais vous, votre symbolique, elle est tellement forte qu'encore une fois, si là-haut, ils vous ont pas à vous, c'est fini, au même titre que pour, voilà, que pour l'armée. Vous êtes la clé Voilà. entre le Vous êtes peuple. la clé, vous êtes la clé, vous faites partie de la clé. Vous êtes un gros morceau de la clé. Et Sonia, tu le sais déjà, mais tu es la bienvenue sur l'émission et je pense que ta parole, de par ta profession, tu vas venir en tant que maman, comme tu es là, toute belle, habillée en noir et tout. Et par le fait que tu sois policière en plus, je pense que ça va éveiller des esprits et faire percuter des choses à ceux qui t'écouteront. Et il me tarde de te voir dans l'émission. Merci. Ben, vous savez que vous comptez sur moi dimanche à 9h? Je ne sais pas si c'est ce dimanche ou le suivant. Dimanche. Ok. Pour celui-là. Ben, je vous remercie énormément à toutes les deux. Merci beaucoup. Et j'espère pouvoir compter avec vous dans une prochaine interview. Et merci à tous et à ceux qui œuvrent. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci Sonia. Merci et à bientôt. À bientôt.